Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo un entretien avec Louis Frégé. Louis Frégé, c'est un docteur en économie et peut-être que vous le connaissez mieux sous le nom d'un empiriciste sur YouTube, car il est également vulgarisateur, donc à la fois sur YouTube, comme je vous ai dit, et aussi sur son blog Comment faire mentir les chiffres. Aujourd'hui, si je l'ai invité, c'est pour discuter de sciences économiques contemporaines. Comment ça la différencie fortement en fait de l'économie politique ou d'Adam Smith, Frédéric Bastiat ou encore Karl Marx et comment elle est faite actuellement dans les laboratoires. J'espère que cette discussion va vous plaire et je vous recommande vivement derrière d'aller voir ce qu'il fait comme travail, notamment sur son blog et du coup sur sa chaîne YouTube où je mettrai tous les liens dans la description. Merci. Bonjour Louis Frégé, tu es docteur en économie à l'université de Copenhague si je dis pas de bêtises. Et Ça. également, tu es vulgarisateur sur Internet. Et aujourd'hui, je t'invite spécifiquement pour parler de sciences économiques et notamment du travail que tu fais sur Internet et un peu aussi de ce que tu fais dans ta vie de tous les jours en tant que thésard. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est finalement, qu'est-ce que fait un thésard en sciences économiques de manière générale? Comment ça se passe une thèse en sciences économiques? Et toi, quel sujet tu traites en particulier? Bonjour à toi, et ben, merci de m'inviter. Je suis super content qu'on puisse faire ce petit truc. En plus, ça fait quelques temps qu'on parle, donc ouais. Merci de m'inviter. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça fait un thésard en économie? Alors, je peux prendre le truc de manière très prosaïque. Qu'est-ce que je fais de mes journées, en fait? Bah, d'abord, Exactement. comme dans toutes les disciplines, d'abord comme dans toutes les disciplines, j'ai une partie d'enseignement à faire, donc voilà, j'ai donné l'équivalent de TD à Copenhague, et puis comme le mot doctorant l'indique, j'écris une thèse en économie, et donc concrètement, je passe l'essentiel de ma journée connecté sur des serveurs de statistiques Danemark au Danemark pour travailler sur des grandes bases de données sur les gens, voilà, qui permettent effectivement d'être un voyeur et d'espionner la vie des gens, parce qu'au Danemark, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de papiers assez bien publiés qui ont été publiés sur ce pays, sur des politiques par exemple qui étaient au Danemark, parce qu'il y a beaucoup de données là-dessus. Donc je passe effectivement beaucoup de temps sur des serveurs à regarder des données et à faire des analyses statistiques. Donc voilà. Et puis aussi à écrire le contenu de mes analyses statistiques. Il y a voilà, donc en gros c'est à ça que ça ressemble ma journée. C'est pas très en un sens c'est pas très excitant, mais moi ça me plaît ça me plaît beaucoup. Un, un, un point qui est intéressant avant de parler exactement de ce que je fais en thèse et de mettre ça en fait en lien avec ce que font en général des doctorants en économie, qui est un peu un détail mais qui est un peu marrant, c'est que les thèses en économie sont des thèses sur article. C'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart des gens, quand on leur dit thèse, je sais pas ce que tu en penses, ils pensent que tout le monde fait une espèce de monographie. Donc en fait, on va faire une thèse sur un seul sujet. Et on va écrire un grand ouvrage sur un sujet très très précis. En fait, en économie, c'est plutôt, et c'est aussi le cas dans d'autres disciplines, mais c'est assez vraiment marqué en économie. On a 3 articles à faire, 3 articles qui peuvent être publiés dans des revues scientifiques, qui le sont pas forcément parce que au moment où tu finis ton doctorat, parce que ça prend énormément de temps en économie, relativement plus que dans bien des disciplines pour publier. Ça peut prendre jusqu'à entre 1 an et 5-6 ans pour publier un article. En moyenne, tu veux Donc en fait, dire? Ça prend autant de de temps quoi? que ça? En moyenne, ça prend Ah, plus 2 ans, quoi. ah Deux oui. trois ans, quoi. Ah ouais, putain. Ah, complètement. J'exagère, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est Ouais. vraiment ces ordres de grandeur-là, hein. Ah ouais, ok, ok, C'est ok. un- Et c'est parce qu'ils vérifient les datas. Enfin, pourquoi ça prend autant de temps, en fait? Parce que tu vois, par exemple, moi, en physique, il me semblait ça prend pas autant de temps, quoi. Enfin, je veux dire, le processus de publication, il prend normalement, bon, il prend 6 mois, 1 an, quoi, tout casser. S'il n'y a pas trop de problèmes sur le C'est papier, plutôt quoi. Ouais, complètement. C'est plutôt ce qu'il y a dans la médiane. Parce que moi, j'ai en tête un papier scientifique qui compare les temps de publication. Ouais, ok. Et il me semble que la médiane, c'est justement 6 mois, en gros, 6 mois, 1 an pour Ouais, publier un papier. Et tout à droite, enfin, les disciplines qui prennent le plus de temps en économie, c'est l'économie. Et puis, j'ai vu, c'était la science politique. Alors, c'était aux États-Unis, donc c'est peut-être différent de la science politique en France. Je ne saurais pas te dire pourquoi ça prend autant de temps. Parce que oui, parfois, ils vérifient des trucs normalement, et c'est de plus en plus le cas. En général, quand tu publies, si tu peux au moins publier tes données, parce que parfois elles sont confidentielles, tu partages ton code, et ouais. les reviewers sont censés vérifier le code. Euh, un- un- une,
Une autre différence que je vois, mais c'est nécessairement pas le seul facteur, c'est que les articles en économie peuvent être un petit peu longs, plus que des articles sur les sujets comparables. Par exemple, je sais qu'en médecine, où ça prend beaucoup moins de temps à publier. Et je le sais parce que ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de ta question, mais moi je bosse sur des questions de santé, donc j'ai autour de moi des chercheurs qui publient à la fois dans des revues d'économie et à la fois dans des revues de santé. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, sur le même sujet, quand les économistes bossent sur la même expérience, par exemple, le même essai, que des chercheurs en santé publique, ils vont écrire beaucoup plus. Ils vont faire beaucoup plus d'analyses, des papiers en fait beaucoup plus longs. C'est-à-dire que un exemple que j'ai en ce moment, c'est que j'ai un chercheur dans l'Institut de politique publique auquel je fais ma thèse, en même temps que l'Université de Copenhague, qui bosse sur. Donc, c'est d'abord une équipe de santé publique qui a fait un essai clinique sur comment inciter les mamans à allaiter, en fait. Et puis ensuite, quel est l'impact de l'allaitement sur la santé de l'enfant et plein de trucs. Et donc, c'est un essai contrôlé randomisé où, en gros, on va tirer un groupe de traitement. Et ce groupe de traitement, il va avoir des infirmières qui viennent chez eux, je crois, pour leur donner des conseils particuliers pour aider les mamans qui veulent allaiter à allaiter. Et je crois que c'est un design, comme on dit, motivationnel. Donc, il ne s'agit pas évidemment de forcer les femmes qui ne veulent pas allaiter à allaiter, mais de donner un certain nombre de conseils spécifiques aux femmes qui, elles, veulent allaiter. Et puis, il y a un groupe contrôle qui ne reçoit pas la visite de ces infirmières. Et les gens dans Santé publique ont fait un papier à partir de ça, très très court, une dizaine de pages, très simple. Voilà, l'intervention a augmenté l'allaitement, on trouve tel effet, tel effet. Et l'économiste qui bosse sur le projet essaye de faire un spin-off de cette même expérience, dans lequel il rajoute beaucoup plus d'analyses. Par exemple, il se pose une question qui est intéressante, qui est celle des coûts-bénéfices de l'intervention, qui est de dire en fait, bon, ça coûte de l'argent d'envoyer des infirmières pour aider les mamans à allaiter encore plus, ou des choses comme ça. Mais en même temps, si ça t'évite que les enfants soient malades, qu'ils aient des infections gastro-intestinales, des trucs comme ça, peut-être que ça fait économiser des sous à la Sécu. Voilà. Est-ce que... et puis, il regarde aussi... Donc voilà. Donc, pour relire, voilà, les économistes ont tendance à écrire des papiers très très longs, même quand ils traitent des sujets très comparables à d'autres disciplines. Donc je pense que c'est un des facteurs qui contribue au fait que ça prend si longtemps de publier en économie. Et puis après, ça doit être aussi les questions de... peut-être que les chercheurs en économie, on leur met pas assez je veux dire, les gens qui font la revue, peut-être qu'ils n'ont pas assez de contraintes, peut-être qu'on leur donne trop de temps pour revoir les papiers, peut-être qu'on mobilise pas assez de gens, j'en sais rien. Non, je sais pas. Mais voilà, toujours est-il que... pour le coup, c'est pas du tout surprenant en économie comme dans d'autres disciplines, contrairement à dans d'autres disciplines, de soutenir une thèse et de n'avoir rien publié dans une revue. Voilà, c'est pas du tout un signe, c'est pas du tout un red flag. Si vous voyez un jeune chercheur en économie qui vient de publier une thèse et que de sa thèse, il n'y a aucun article scientifique qui est issu encore, c'est pas forcément grave. D'ailleurs, dans les meilleures universités américaines, ils publient vraiment jamais rien. Ils font un énorme papier qui vont publier dans une très grande revue, mais en général quelques ans après leur doctorat. Voilà, après cette longue discussion, je suis désolé sur des trucs complètement logistiques, je sais pas comment dire ça, mais... Donc voilà, moi je bosse sur... J'ai été invité plus ou moins pour bosser sur un sujet et écrire donc 3 articles qui s'appellent l'investissement précoce. Donc l'investissement précoce, c'est comment les choix d'éducation que font tes parents, les économistes on parle d'investissements parentaux, mais c'est vraiment des choix d'éducation, vont affecter ta réussite scolaire, vont affecter un certain nombre de choses, ta santé, y compris un peu à long terme, quoi. Mm-hmm. Et comment est-ce que les politiques précoces, donc les politiques ciblées sur les enfants de moins de 5 ans, fonctionnent. Voilà, donc ça c'est le projet général. Dans le projet sur lequel j'étais embauché, on a un focus particulier sur la santé mentale des mamans, parce qu'en fait, au Danemark, il y a un système très particulier où, quand tu donnes naissance, tu as une infirmière qui vient plusieurs fois dans la première année de la vie de ton enfant pour te donner des conseils et mesurer la santé mentale des mamans, en tout cas la première fois qu'elle vient. Et donc on a des super données à l'échelle quasiment de la population du Danemark sur la santé mentale des mamans qui viennent de naître. Et on a des papiers, on essaie de voir qu'est-ce qui affecte la santé mentale des mamans à la naissance, et est-ce que la santé mentale à la naissance prédit. Voilà. Et donc, voilà, j'ai déjà plus ou moins le brouillon de 2 articles sur 3 de ma thèse. Et là, je suis en train d'entamer le 3e. Je sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de ce que je fais exactement. De quoi ? T'es en quelle année là ? 3e année. T'es en 3e. Et t'en as 3 ou 4 à faire ? T'en as combien ? J'en ai 3. 3 ? Ok. J'en ai 3. C'est assez court en fait en Scandinavie, plus qu'ailleurs. Alors ça s'explique aussi que, mais ça c'est courant en Europe, que contrairement aux États-Unis, je crois que c'est pareil en physique en Europe,
tu rentres en doctorat, tu as déjà un master 2 en fait. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ils appellent thèse, en fait, la première année de thèse, Ouais, ils ont ouais, plein de ouais. cours qui sont équivalents d'un master 2. Donc nous, non. Ouais, ils ont l'examen et tout, là, ouais. Les qualifs, là, oh là Ouais, là, c'est quelle horreur. ça. Ouais. Enfin bon, après, ça a peut-être des avantages parce que sans doute ils commencent déjà à s'aiguiller un petit peu au niveau de leur thèse dans cette première année-là, ok. Mais bon, bon. Et Franchement, j'ai l'impression que en tout cas en physique, c'est hyper général, hein. La qualif, c'est vraiment, ils te mettent sur un peu tous les sujets. Et hmm, du coup, c'est pas. C'est plutôt un espèce de est-ce qu'on va considérer que tu as vraiment le niveau pour rentrer dans la thèse, quoi. Je pense que c'est un espèce de présélection, en se disant on va te payer hmm. que. On préfère te payer un an au cas où et lâcher les trois si t'es pas assez bon, quoi. J'ai l'impression que Ah, c'est un ça peu me... ça. Ouais. Bah, c'est un peu la même philosophie en économie, où moi j'ai fait plein de choses qui n'avaient rien à voir avec ma thèse et plein de choses qui me servent absolument pas. Ouais. Et où j'ai pris très très cher dans des matières que j'ai passé ric-rac. Il y a d'autres matières dans lesquelles j'ai beaucoup mieux réussi en master, mais en tout cas en master, il y a des trucs, vraiment, ça m'intéressait pas vraiment. Enfin, ça m'intéressait un peu, mais je savais que ça me servirait absolument à rien Ouais. et pas du tout à ce que je fais. Et alors, tiens, ça c'est marrant, mais je parlais avec une astrophysicienne l'autre fois qui me disait que, comme en économie, alors que on passe finalement beaucoup de temps à programmer des bases de données, Ouais. on n'a jamais de cours explicite de programmation en fait. Nous, on a des cours de statistiques appliquées où on programme, mais jamais on se pose pour nous apprendre dans la formation d'économiste, je sais pas, des trucs d'informatique, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle, c'est quoi les différentes parties d'un ordinateur, comment t'écris un bon code, tu vois. Ouais. Et il me semble que c'est courant en physique aussi, que les gens codent beaucoup, sans jamais qu'il y ait des cours d'informatique explicites. Bah, en fait, techniquement, si tu prends... En fait, en master, tu peux probablement te spécialiser en numérique suivant les choix que tu fais. Et dans ce cas-là, à mon avis, ils ont des cours de programmation un peu sophistiqués. Mais c'est vrai que moi, il me semble pas que j'en ai eu... Parce que moi, je faisais de l'expérimental et j'en ai pas eu, quoi. Après, voilà, t'apprends sur le tas un peu vite. Enfin, t'as des Ouais, TP un petit peu comme ça où ils te font coder un petit peu doucement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un cours dédié vraiment à ça, quoi. Donc ouais, c'est pas... Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon, après, t'apprends sur le tas, quoi. non, mais de toute façon, on t'attend sur le tas, et je pense que la programmation, ça fait partie de ces choses qui, de toute façon, s'apprennent toujours en faisant, quoi. Mais Hmm. moi, quand je parle avec des informaticiens, à chaque fois, je sais que mon directeur de thèse, il a fait un peu d'informatique et il a une manière d'écrire des codes, de bien, je sais pas, de bien les légender, Ouais. d'optimiser certains trucs, qui en fait, moi, étaient très utiles, que j'aurais aimé qu'on m'apprenne. Enfin Ouais, bon. mais de manière normative, ils sont... En fait, ils ont tout un tas de règles qui sont en gros communs quasiment à tous les informaticiens. Donc, ils ont des petites subtilités suivant les boîtes, parce que mon coloc était en info. Mais en grosso modo, ils sont tous pareils. Et du coup, en fait, un informaticien, normalement, qui fait bien son travail, il sera lu, son code pourrait être facilement lu par un autre informaticien. Alors que mes codes, j'ai dû faire des efforts, les commenter, tout ça après pour qu'ils aient pu être Hmm, transmis à la génération de thésards d'après, quoi. Mais ouais, ouais. Bah, c'est un peu comme une langue, en fait, la programmation. Et ouais, c'est bien sûr qu'on peut apprendre une langue en étant un peu dans le pays, tout ça, enfin, tu vois, en parlant, en pratiquant, mais c'est cool d'avoir quelques cours de grammaire aussi, quoi. ouais, Enfin bon, ouais. ouais. Non, Enfin, pardon, je nous éloigne complètement du sujet, là. Je sais pas vers euh, nous. Oui, oui, ben, donc du coup, en fait, principalement, ton travail, c'est de regarder des données et Hmm. du coup, tu cherches des corrélations et du coup, de trouver éventuellement des causations, enfin, des causalités Ouais. sur ces corrélations. C'est ça le gros de ton travail, en fait. Absolument, et c'est c'est ce que j'explique sur mon blog, Ouais. et c'est le gros du travail en fait de la majorité d'économistes. Donc moi, ce que je fais, ce qu'on appelle de l'économie appliquée, Ouais. et ce qui est cours de microéconomie appliquée, et c'est une branche de l'économie. On va utiliser des méthodes d'inférence causale, donc on va utiliser des méthodes de la science de la causalité Mhm. pour savoir distinguer corrélation et causalité. Donc Ouais. pour être très concret et pour voir comment ça se rapproche à ce qu'on pourrait appeler l'économie. Et j'aime bien parler de ça en fait parce que ça contrevient à une image qu'on a en général de l'économie, parce que les chercheurs en économie font des choses très différentes de ce qu'on voit sur les plateaux télé ou que les économistes ou les experts économiques qu'on voit sur les plateaux télé. Ouais. Donc par exemple, une des choses que font beaucoup les économistes, dont moi un peu dans ma thèse, et dont je parle beaucoup dans mes conférences et sur mon blog, c'est l'évaluation des politiques publiques. Donc tu vas mettre en place une politique pour baisser le chômage baisse après. Est-ce que c'est à cause de cette politique
ou est-ce que c'est à cause d'un autre facteur? Et en fait, c'est vachement légitime parce qu'il y a comme question, parce qu'il y a 1 milliard de facteurs qui affectent le chômage. Ouais, Et la question, c'est pas est-ce que le chômage a baissé avec la politique, c'est est-ce qu'il aurait plus baissé sans la politique ou est-ce qu'il aurait moins baissé sans la politique? ouais. C'est ça en fait l'idée. Et donc, pour répondre à ce type de questions, il y a un certain nombre de méthodes qui existent et que on peut mettre en place, voilà, pour répondre à cette question. Et ces méthodes ont commencé à prendre beaucoup de place dans la recherche en économie depuis les années 90, depuis ce qu'on appelle le tournant empirique ou la révolution Parfois on dit que c'est la révolution de crédibilité, c'est un peu trop flatteur, mais en tout cas, c'est simplement quelque chose qui veut dire que dans la recherche en économie, donc la recherche en économie, c'est pas les Échos, c'est pas le Monde Économie, c'est ce que font les chercheurs qui en général sont payés par des universités pour la plupart, et ce que font les chercheurs qui publient dans des revues savantes. Et donc depuis les années 90, il y a beaucoup de recherches en économie qui consistent à répondre à ces questions de causalité, notamment pour évaluer l'effet des politiques publiques, mais aussi pour répondre à d'autres questions qui ne sont pas directement des questions de politique publique, mais qui importent pour les économistes. Par exemple, quel est l'impact causal d'avoir un enfant sur ton revenu, sur l'inégalité homme-femme, voilà. Donc c'est ça qu'on fait. Et ces méthodes, on peut les distinguer on va dire en deux grandes catégories. La première, il y a des méthodes expérimentales. Donc l'idée, c'est de faire des expériences. Donc par expérience, on entend en fait faire un essai contrôlé randomisé. Donc un essai contrôlé randomisé, c'est on prend une population de gens qui vont effectivement, je sais pas, bénéficier d'une politique. On peut penser à une politique éducative, je sais pas, par exemple, des cours du soir pour aider les enfants en primaire qui n'arrivent pas à lire, tu vois. Ouais. Voilà, par exemple, c'est un exemple un peu qui me vient, je sais pas d'où il me vient, mais il m'est venu. Mais après, ouais, il y avait les histoires de salaire universel en Norvège, là, qu'ils avaient tenté il y a Ouais. 2-3 ans, sur, je sais plus, 1000 ou 2000 personnes, un truc comme ça. Ils avaient mis quand même pas mal de gens pour savoir si ça pouvait les aider à revenir à l'emploi. Mmh. Et il me semble que ça n'était pas si efficace que ça. Mais Et écoute, moi, je sais que ça a été fait, j'ai jamais suivi ouais, j'ai jamais suivi, mais l'idée, c'est ça, en effet, c'est ouais. que tu vas tirer au sort deux groupes, un groupe traitement et un groupe contrôle. Mm, Et donc le groupe traitement, c'est ceux qui vont bénéficier de la politique, le groupe ouais. contrôle, c'est ceux qui vont pas bénéficier de la politique. L'intérêt qui est très puissant, c'est que en fait, parce que tu as tiré au sort, le groupe contrôle et le groupe traitement sont effectivement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a bénéficié de la politique. Donc tu sais que la seule différence entre ce qui se passe après la politique, pour les gens qui ont bénéficié de la politique, par rapport aux gens qui n'ont pas bénéficié de la politique, est bien dû à la politique. Et donc ça, c'est un design effectivement vachement intéressant. Voilà. Mais ça, Ça du coup, tu permet peux le aussi faire de... que quand ça pose pas de problème éthique. Oui, quand ça pose pas effectivement de... Ouais. Parce que par exemple, un des sujets, je sais pas si on parle de choses qui tâchent... moi, j'ai fait des vidéos sur le salaire minimum, Ouais, dont on ouais, pourra ouais, parler. carrément. Alors, j'ai trouvé... Il y a bien un essai contre randomisé sur l'effet du salaire minimum, mais c'est sur une plateforme numérique, en fait, Ok, pour des petites tâches, des micro-tâches. ouais. Ça, j'en parle dans ma deuxième vidéo. Et puis bon, donc... Mais globalement, si tu viens demain euh, et que tu viens dans un pays, tu dis bon, on va faire une expérience sur est-ce que le salaire minimum dissuade l'embauche. La moitié des entreprises de France vont payer leur salaire à ce salaire minimum et Ouais. l'autre moitié va pas mettre de salaire minimum ou un salaire minimum plus bas. Je pense qu'il y aurait un certain nombre de frictions. Hmm. Euh, le confinement, c'est pareil. Dans mes conférences, je parle pas mal des évaluations sur l'effet du confinement, sur les infections. Bah, si on avait dit en France, bon, bah, on va tirer au sort la moitié des communes une moitié des communes de France va être confinée, l'autre moitié va pas être confinée pour voir ce qui se passe. Je pense que les populations auraient du mal à accepter et c'est pas complètement. En Ça fait, peut ce qu'il s'entendre. faut, Donc, c'est que le groupe test, il soit pas au courant et que ça lui porte pas préjudice. Pour que ça fasse un bon... Enfin, pas le groupe test, le groupe témoin, je veux dire. il peut, euh, il peut être au courant. Simplement, s'il est au courant, ça pose des problèmes plus spécifiques, par exemple Ouais, de démotivation où il faut faire attention. Une solution en général, quand on est inquiet pour ces effets-là de ouais, démotivation, c'est par exemple de tester plusieurs politiques en même temps. ok. Et donc en fait
tu vois, le contrôle, on leur donne pas rien, on leur donne un petit peu, on leur donne un petit peu autre chose. Ok. Par exemple, j'ai en tête une expérience, alors je sais plus trop, mais je sais pas, l'autre fois je disais une expérience où on donne effectivement des conseils le traitement, c'est donner à des parents des conseils de psychologie du développement pour Ok. mieux interagir avec leurs enfants et maximiser leur développement socio-émotionnel, en fait. Et de mémoire, l'expérience est construite de telle manière que tu fais venir plein de parents en fait dans un endroit, et le groupe traitement, on va leur donner ces cours très spécifiques de psychologie du développement, et le groupe contrôle, on va leur donner une conférence beaucoup plus générale, pas sur la psychologie du développement, qui fait que de telle manière, les gens qui sont dans le groupe contrôle, bah, ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, en fait. Donc, c'est souvent comme ça qu'on contourne ce problème, même si ça peut en être un parfois. Et puis, voilà. En fait, l'enjeu éthique sur les essais contrôlés randomisés, c'est plutôt, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler en recherche clinique de toutes les questions, je crois que c'est équipoise le terme. En fait, c'est l'idée que il y a un degré de certitude optimal où ça fait sens de faire un essai contrôlé randomisé, et que si tu es absolument sûr que ça marche pas, c'est pas éthique de faire un essai contrôlé randomisé. Et si tu es absolument sûr que ça marche, c'est pas non plus éthique de faire un essai contrôlé randomisé. Donc, Ok. l'exemple, par exemple, pourquoi personne n'a jamais fait de vrai essai contrôlé randomisé sur les parachutes? Parce que voilà, moi je suis pas physicien, mais on a d'excellentes raisons de penser que si tu jettes des gens sans parachute, ils vont mourir par rapport à la situation où il n'y a pas de parachute. Ouais. Donc, dans ces cas-là, comme tu as d'excellentes raisons de penser que le traitement marche, ce serait pas éthique de faire un essai contrôlé randomisé. Ok, ok. À l'inverse, si tu as un traitement de qu'est-ce que j'ai comme exemple d'un traitement dont on saurait a priori qu'il marche pas? L'homéopathie. Je prends un exemple un peu controversé, mais pourquoi? De quoi? L'homéopathie. L'hydroxychloroquine? Non, l'homéopathie. Mais voilà, mais l'homéopathie, typiquement, tu peux demander, alors que tu as accumulé toutes ces données, Ouais. un consensus de sociétés savantes à travers le monde que ça marche pas, c'est sans doute plus très éthique de faire un essai contrôlé randomisé, quoi. Ouais. Après, faut mettre en balance. Il y a une différence aussi entre ne pas marcher et avoir des effets négatifs, mais quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et au milieu, tu as un cas où tu n'es pas très sûr et où, donc, en fait, la situation le plus éthique, en fait, c'est de faire un essai contrôlé randomisé. Même si ça implique de priver la moitié des gens de la politique, comme tu n'es pas exactement sûr des effets, bah voilà. Hmm. Ça vaut le coup de tester, en fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première, on va dire, classe de méthode pour distinguer corrélation et causalité. Voilà. Mais c'est coûteux, mais ça pose des problèmes éthiques. Et donc, il y a une autre méthode, une autre classe de méthode qui s'appelle les quasi-expériences, qui sont des méthodes qui permettent de prouver des causalités ou d'avoir des forts indices de causalité, on va dire, même quand on ne peut pas faire d'expérience. Et c'est particulièrement utile pour évaluer l'effet des politiques publiques. Donc, par exemple, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne où je parle un peu des vidéos d'Eureka sur le salaire minimum et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'effet du salaire minimum et quelle théorie on peut construire pour reproduire ce qu'on sait sur le salaire minimum. Et je parle de papiers qui sont basés sur ces méthodes-là, quasi expérimentales. Donc, quasi, ça veut dire... Enfin, c'est pas une expérience, mais c'est le plus proche qu'on peut être d'une expérience. Je parle dans mes conférences aussi de l'impact du confinement. Bah, c'est pareil, on n'a pas fait d'essais contrôlés randomisés sur le confinement, mais on a quand même besoin d'avoir des données pour savoir si ça marche ou pas. Je parle dans mes conférences de l'effet de la taxe carbone sur les émissions, de l'effet du marché du quota. Ouais. Donc tous ces trucs-là, voilà. Et pour donner un exemple concret de qu'est-ce que ça peut être qu'une méthode quasi expérimentale, donc j'en présente plusieurs dans mes conférences, mais une des méthodes les plus simples et les plus intuitives, c'est ce qu'on appelle le différence en différence. Donc l'idée quand tu fais en différence, par exemple, c'est mettons que tu veuilles mettre en place en France qu'est-ce qu'on peut dire, une taxe carbone beaucoup plus forte que ce qui existe aujourd'hui. Bah, tu vas trouver un pays contrôle dont les émissions varient comme celles de la France avant qu'elle ait monté sa taxe carbone. Voilà. Et si tu te rends compte que exactement à partir du moment où tu as monté la taxe carbone en France, les émissions baissent par rapport au pays contrôle, qui avait des émissions synchronisées avec celles de la France jusqu'à la mise en place de la taxe,
S'il n'y a pas eu d'autres politiques mises en place en même temps que la taxe carbone, c'est un indice vraiment assez intéressant que la politique a pu marcher, quoi. Parce que si vraiment dans ce pays, quand les émissions en France montaient, dans ce pays elles montaient, et quand les émissions en France baissaient, dans ce pays elles baissaient, et que ça s'est vérifié pour plusieurs années que c'était vraiment très synchronisé, et que pile au moment où tu mets en place la politique, la France et le pays contrôle, leur trajectoire d'émissions se mettent à se désynchroniser, c'est quand même un indice fort qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui est dû à la taxe. Sous certaines hypothèses, notamment celle en particulier qu'il n'y a pas eu de politique mise en même temps. Donc ça, c'est un exemple de méthode quasi expérimentale qu'on peut utiliser pour évaluer. T'as un modèle quand même qui est de dire oui, on a deux situations similaires. A priori, on peut dire que à ce moment, enfin, au moment T, il y a un paramètre qui varie. Est-ce qu'il y a variation ou pas, quoi? Enfin, je veux dire, au final, moi, je trouve que, en tout cas, en physique, nous, concrètement, c'est ce qu'on fait, hein. Souvent, d'ailleurs, on se rend compte que, finalement, dans notre modèle, il manquait des ingrédients et il faut rajouter des choses parce qu'en fait, on n'a pas exactement ce qu'on veut. Mais je trouve ça pas mal. Et surtout, ce que j'avais trouvé hyper intéressant, c'était l'idée d'expérience naturelle, de trouver des cas où on veut tester quelque chose et de trouver en fait que ce test, il a potentiellement eu lieu à des endroits. Tu as des exemples de ça Alors, moi, j'ai une manière d'utiliser en fait l'expérience naturelle qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'en fait, expérience naturelle, ça peut vouloir dire la même chose que quasi-expérience. C'est pas très bien défini. Mais moi, j'appelle expérience naturelle un cas où il y a un tirage au sort qui a été fait, comme pour un essai contrôleur randomisé, mais pas par des chercheurs. Donc, par exemple, un grand sujet en économie de la santé, c'est, et ça intéresse peut-être les gens qui s'intéressent au libéralisme et tout, c'est dans quelle mesure le fait de couvrir les dépenses santé des gens, ça améliore leur santé et leur bien-être. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il y a eu sous Obama l'Obamacare, donc il a étendu l'assurance santé. Oulala. Je crois que c'était un peu plus aux classes moyennes. Il me semble que déjà il y avait un filet pour les classes très populaires. Il me semble que l'Obamacare, c'était d'étendre ça aux classes un peu plus moyennes. Enfin bref. Il y a eu une extension de la couverture santé aux États-Unis par l'État. Et évidemment, même si en fait ça a un peu été fait dans les années 60, mais je passe, quand tu augmentes l'assurance santé, c'est très difficile d'aller dire à la moitié de la population voilà, vous avez été tiré au sort, vous n'aurez pas d'assurance santé en plus. Les gens n'accepteraient pas. Mais ce qui s'est passé en Oregon, c'est que il y avait des problèmes de liste d'attente où, pour une multiple raison, en fait, les hôpitaux pouvaient pas accepter tout le monde en même temps sur l'Obamacare. Du coup, ils ont fait un tirage au sort et ils ont dit si vous avez été tiré au sort, vous allez d'abord pouvoir avoir accès aux réductions effectivement de l'Obamacare. Et puis, si vous n'avez pas été tiré au sort, il va falloir que vous attendiez 6 mois, 1 an. Et là, on a une situation qui est exactement similaire à celle de l'essai contre les randomisés. Parce que les gens qui ont été tirés au sort et qui ont eu d'abord bénéficié de l'Obamacare, c'est le groupe traitement. Ceux qui n'ont pas été tirés au sort et qui, dans un premier temps, n'ont pas eu l'Obamacare, c'est le groupe contrôle. Donc voilà, et là, on peut faire des choses. Et je crois que le résultat de ce papier, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'impact de l'Obamacare sur un certain nombre de mesures on va dire de santé physique, mais ça a réduit les dépenses de santé évidemment des ménages américains et notamment qu'ils appellent les dépenses de santé catastrophiques. Donc par exemple, tu casses la jambe, tu dois payer plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'Obamacare a réduit ça. Ça a augmenté les taux de traitement pour la dépression. Donc sur des choses plus psychologiques, ça a aussi marché. Et ça a aussi augmenté, ce qui est très important, les taux de détection du diabète, qui évidemment en termes de santé est important. Donc voilà. Un autre exemple qui est sympa d'expérience naturelle comme ça, c'est quand il y a des loteries pour entrer à l'université. Et quand il y a des loteries pour entrer à l'université, tu peux t'en servir par pour savoir quel exemple, impact les charter schools. Alors, on peut penser aux charter schools. À New York et tout ça, là. Alors, ça peut être complètement ça. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont dans des quartiers très défavorisés, qui ont des gamins qui du coup prennent des gamins très défavorisés, et eux ils s'en sortent beaucoup mieux, je crois, comparativement. Ouais. Donc c'est absolument ce qui est fait en général. D'ailleurs, il y a effectivement plein de papiers en économie de l'éducation qui sont basés sur ça. Mais moi je pensais à un truc un peu peut-être plus anecdotique, mais plus marrant aussi. Une question en économie de la santé, c'est est-ce que ça aide ta santé d'avoir des gens dans ta famille qui sont médecins?
Ah ouais. En fait, c'est pas une question qui est facile à répondre. Tu peux pas juste Ouais. comparer les gens qui ont des médecins dans leur famille aux gens qui n'ont pas des médecins dans leur famille et dire regardez, les gens qui ont des médecins dans leur famille, ils sont en meilleure santé Hmm. parce qu'ils ont un médecin. Parce qu'en fait, les gens qui ont des médecins dans leur famille, typiquement, ils diffèrent de plein de manières de ceux qui n'ont pas de médecin dans leur famille, Ouais. notamment des phénomènes de classe sociale et des trucs comme ça. Hmm. Mais en Suède, il y avait une loterie pour rentrer en études de médecine. Donc en fait, tu peux comparer les gens qui avaient des gens dans leur famille qui ont postulé pour être médecin et qui n'ont pas été pris dans la loterie, aux gens qui ont eu des gens qui ont été pris dans la loterie. Tu te rends compte que ça améliore la santé des gens. Voilà. Ok. Euh, un autre exemple sympa d'expérience naturelle, de cas où effectivement il y a une expérience qui a été faite, mais pas par des chercheurs, parce que c'est un peu ça, c'est une qui permet de répondre à une question qui est vachement importante en économie, qui est est-ce que quand il y a une crise et que tu veux relancer l'économie, les gens consomment l'argent que tu vas leur donner. C'est vraiment un paramètre qui est vachement important. C'est-à-dire qu'en fait, si l'État s'endette vachement pour donner de l'argent aux gens pour qu'ils consomment et que ça relance l'économie, Hmm. mais qu'en fait les gens ont peur, les gens se disent non mais attendez, moi je peux perdre mon emploi demain, c'est pas le moment d'aller dépenser des trucs, donc je vais dépenser comme d'habitude Ouais. et je vais épargner le plus possible. Si la consommation des gens dépend en général plutôt en fait, on va dire, de leur mode de vie à long terme, de leurs habitudes de vie, et pas d'un influx d'argent qu'ils vont avoir comme ça, il est possible que ça serve à rien de donner de l'argent aux gens pour relancer l'économie. Bon. Et même en fait, si votre politique de relance, elle consiste pas à donner directement de l'argent aux gens, mais à embaucher des entreprises ou à faire des investissements publics, ce paramètre, il est quand même assez important, parce que l'idée, c'est que si vous construisez, si vous embauchez des entreprises publiques pour relancer l'économie et construire des routes, ça va faire tourner effectivement l'entreprise. L'entreprise, elle va se mettre effectivement à embaucher des gens, donc et ces gens-là, ils vont consommer et le revenu il va circuler dans l'économie. Et donc en fait, c'est important de savoir en moyenne combien les gens consomment du nouveau revenu qu'on leur donne. Donc bref, c'est important. Et c'est une question auquel il est vachement difficile de répondre contre les apparences, parce qu'en fait, tu peux pas juste comparer dans une crise les gens à qui on a donné de l'argent aux gens à qui on n'a pas donné de l'argent. Quand c'est un chèque de l'État qui n'est pas universel, parce qu'en fait, en général, les gens à qui tu donnes de l'argent, c'est des gens qui ont plus de chances de moins consommer de toute façon. Parce que par exemple, c'est des gens qui ont plus de chances de perdre leur emploi. Et donc, tu peux pas juste dire, oh, regardez, les gens à qui on a donné de l'argent, ils n'ont pas beaucoup plus consommé que ceux à qui on n'a pas donné de l'argent. Ouais. En général, c'est bien la preuve que donner de l'argent, ça marche pas, que les gens ne le consomment pas, parce qu'il y a plein de différences entre les gens qui ont reçu de l'argent et les gens qui n'ont pas reçu de l'argent. Puis de la même manière, si vous donnez de l'argent à tout le monde pendant une crise, une des conséquences des crises, c'est qu'il y a du chômage et que les gens vont consommer moins à cause de ça, et puis aussi parce qu'ils ont peur, tout ça. Donc en fait, peut-être que la situation, peut-être que les gens auraient encore plus réduit leur consommation sans le chèque de l'État, quoi. Et donc on a besoin d'une méthode, quoi, pour savoir si ça marche ou ça marche pas. C'est le débat du multiplicateur keynésien. C'est un truc qui est super brûlant, qui est super important. On en a même parlé pendant la campagne de 2022. Voilà. Et il y a des études qui sont très citées en macroéconomie pour ça, parce qu'aux États-Unis, quand Obama a voulu relancer l'économie après la crise de 2008, et c'était vrai aussi, je crois, pour Bush dans les années 2000, en fait, l'État américain, d'un point de vue logistique, je crois que c'est l'IRS, les autorités fiscales américaines, Ouais. euh, ils ne peuvent pas donner de l'argent à tout le monde, ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens logistiques de le faire. Ok. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré au sort, enfin, ils ont donné en premier à certaines personnes en fonction du numéro de leur sécurité sociale, de leur numéro de sécurité sociale. Ok. Et comme ces numéros de sécurité sociale étaient déterminés par hasard, ça te fait une jolie expérience naturelle où ton bon de traitement, c'est ceux qui ont d'abord reçu Ouais, le ouais. chèque de la part de l'État, le stimulus, à cause de numéro de sécurité sociale déterminé au hasard. Et ton bon contrôle, c'est ceux qui, ça a dû durer 6 mois, n'avaient pas encore reçu l'argent. Voilà. Donc et j'aime bien cet exemple en fait parce que quand quand je parle de ces méthodes à des gens qui un peu suivent l'actualité économique, ils me disent oui, mais ça marche que en microéconomie, ça marche pas en macroéconomie, ça n'est pas intéressant en macroéconomie. En fait, c'est pas vrai. Ces méthodes, elles apportent aussi beaucoup de données et de résultats intéressants pour nourrir ces questions de macroéconomie. Donc, juste que j'explique que c'est la macroéconomie, c'est la discipline la sous-discipline de la recherche en économie
qui s'intéresse à des choses comme le PIB, qu'est-ce qui cause les crises, qu'est-ce qui fait fluctuer le PIB, notamment à court terme, mais pas seulement, le chômage, voilà. La macroéconomie, en gros, c'est tout ce qui est autour du PIB. C'est une manière de définir ça, mais un peu. Ouais, je pense que Oui, non, mais c'est des c'est questions générales qui concernent plutôt tout le pays ou tous les économies de voilà. différents pays, quoi. C'est pas la niche de telle question, de bah, justement l'effet de l'allaitement sur. Enfin, Voilà. Après, c'est vrai que souvent on a envie de définir la macroéconomie comme ça. Genre la macroéconomie c'est tout le pays, la microéconomie c'est un secteur ou c'est des ménages. Ouais, En fait, c'est une définition qui est un peu bizarre parce que quand on parle de l'effet du salaire minimum, typiquement, c'est pas de la macroéconomie, alors que ouais. ça concerne tout le pays en général. Donc, Ouais, non, mais je vois, ouais, je vois. ouais, ouais. Mais bon, enfin, de toute façon, ça, c'est des détails de comment on met des étiquettes sur les choses. Ouais. Ouais. Donc Mais c'est voilà. jamais parfait, les étiquettes. Non, exactement. Exactement, exactement. Mais quand même, tant qu'on est là, sur la Ouais. question des étiquettes, moi, il y en a une, par contre, que j'aimerais peut-être qu'on discute un petit peu. C'est parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup de ce que j'appelle l'économie politique. Hmm. Et moi, j'aurais envie de dire que c'est l'ancêtre des sciences économiques contemporaines, là, depuis ce virage, enfin des sciences économiques de manière générale. Mais je trouve que effectivement, depuis qu'il y a eu un virage, on va dire, expérimental ou empirique, mais je trouve que ces deux notions, l'économie politique d'un côté et les sciences économiques, se différencient. Un peu comme quand la philosophie et la science se sont séparées un petit peu des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que Hmm. il y en a une qui permet de vérifier peut-être potentiellement les hypothèses de l'autre, mais c'est pas l'économie politique qui va dire si les sciences économiques sont vraies. Et notamment, je dis Hmm. ça par exemple sur la question de oui, ben en fait là on est dans un modèle qui est plutôt libéral, enfin capitaliste libéral, et du coup il y a des gens qui vont défendre ça d'un point de vue économie politique, puis d'autres qui vont dire oui, mais nous on préfère un système plus centralisé, disons socialiste, etc., qui pour l'instant est un peu contrefactuel. Mais du coup, ils disent comment marcheraient ces deux systèmes différemment. Et ça, il y a beaucoup de gens, je trouve, sur YouTube qui vont dire ça aussi, c'est des économistes, les gens qui parlent de ça. Mais je trouve qu'ils sont à différencier, personnellement, en tout cas à différencier des chercheurs en économie qui, eux, ont le mérite d'essayer de prouver certains de leurs points plutôt Hmm. que d'être simplement des théoriciens, quoi. C'est sur... Ouais. Alors, que- ouais, question compliquée sur la fin. ouais, D'ailleurs, quand j'étais invité il y a un an au REC, j'ai dit des choses sur ce sujet ok, sur lequel j'aimerais un peu revenir. Cela dit, ok. sur toute la première partie, je suis complètement d'accord. Ouais, l'économie politique, c'est un peu l'ancêtre, mais c'est vraiment un ancêtre un peu lointain de ce qu'on Ouais, fait aujourd'hui en sciences économiques. Et c'est vrai que c'est un vrai problème parfois quand on parle avec des gens. T'as des gens qui me disent oui, mais moi je connais l'économie, je connais la science économique. J'ai lu Adam Smith, ouais. J'ai lu Karl Marx Ricardo, et voilà, tu vois. voilà. Mais en fait, ça marche avec Karl Marx, mais Ouais, ça ouais. marche Non, mais avec ça marche avec tout. Ouais, Frédéric ouais, Bastiat, j'ai lu typiquement, Bastia, des trucs ouais, comme ça. pareil. Voilà, des trucs comme ça. Et en fait, Mm. enfin, effectivement, il y a un fossé absolument monumental Ouais. entre la recherche en sciences économiques et cette pensée politique-là. Mm. Voilà. Il y a une origine commune, c'est vraiment, il y a une forme d'ancêtre commun, mais maintenant, c'est vraiment deux espèces différentes, quoi. Ouais. La recherche en sciences économiques et la philosophie politique. Et il y a des penseurs du politique, et c'est important. Moi, je pense que c'est super important qu'il y ait toujours des gens qui réfléchissent, qui fassent de la philosophie politique. Mais une grande césure, je crois, entre l'écrasante majorité de la recherche en sciences économiques et la philosophie politique, c'est la question normative. C'est l'idée que l'écrasante majorité des travaux de recherche en économie euh, on ne porte pas directement sur ce qui est bien ou mal. Je vais un peu nuancer ça quand même, c'est important. Mais l'idée, c'est que moi, quand je vais écrire un papier sur, j'en sais rien, j'ai pas écrit de papier là-dessus, mais quand je vais écrire un papier sur le déclenchement, non, ça je vais parler de ça une fois. Quand j'écris un papier sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi, Ouais. ce qui m'intéresse en tant que chercheur en économie, ce qui intéresse tous les chercheurs qui ont écrit là-dessus, c'est est-ce que ça augmente ou ça réduit l'emploi? Ok.
Et ça, c'est une question différente de savoir de si c'est bien ou mal d'augmenter le salaire minimum. C'est pas, ça n'a pas rien à voir, mais c'est différent. Tu pourrais dire, parce que immédiatement les gens disent non, mais c'est un peu la même chose, parce que si tu défends le salaire minimum, tu vas dire que ça détruit pas d'emplois, voire que ça en crée. Et si tu es contre le salaire minimum, tu vas dire que ça détruit les emplois. Mais en fait, pas nécessairement. Tu peux dire, je sais que le salaire minimum détruit pas d'emplois, mais ça m'intéresse pas. Moi, je préfère qu'effectivement on augmente. Je crois que plus de revenus doit venir de plus de travail, donc je préfère pour aider les travailleurs à bas salaire qu'on défiscalise des heures supplémentaires. Et je trouve que c'est pas juste de monter le salaire minimum quand il n'y a pas plus de travail. Tu as des gens qui pourraient penser comme ça. Et à l'inverse, et moi j'en connais, tu as des gens qui disent bon, on sait que parfois le salaire minimum peut détruire des emplois dans certaines situations très précises, pas dans tous les cas. Mais en fait, je m'en fiche parce que le salaire minimum, c'est malgré tout le revenu de travailleurs qui sont voilà, en bas de la hiérarchie des revenus. C'est un revenu qui est très bien perçu par les travailleurs parce que ça vient de leur travail. Et donc, même si on détruit quelques emplois, moi, je pense qu'on peut en créer par d'autres politiques. Donc, de manière générale, la recherche en sciences économiques va discuter, on va dire, des faits et des effets, par exemple de l'effet des politiques. Et discuter de l'effet des politiques, c'est pas la même chose discuter de si ces politiques sont bien ou mal, notamment parce que ça dépend en fait de l'objectif que vous recherchez. Selon l'objectif que vous recherchez, vous n'allez pas vous intéresser et prendre en compte de la même façon le résultat d'évaluation des politiques publiques. Un autre exemple que je prends dans ma dernière conférence et que j'aime bien, c'est l'exemple de Gabriel Zucman sur le fait que dans les années 60 aux États-Unis, il y avait un taux marginal de taxation sur les revenus qui était très très élevé. Tu prenais au-dessus d'un certain seuil, évidemment, hein, c'était pas tout le monde, mais au-dessus d'un certain seuil, on prenait 90% de ton revenu. C'était la taxe Rockefeller, je crois. Voilà. Et un débat empirique, un débat en sciences économiques, c'est de dire est-ce qu'à ces niveaux-là, on ne dépasse pas le seuil de l'affaire? Est-ce qu'effectivement, à ce niveau-là très élevé, trop d'impôts ne tue pas l'impôt? Est-ce que les gens n'arrêtent pas de travailler quand tu leur prends tout et donc ça ne remplit pas vraiment les caisses de l'État de faire ça? Donc ça, c'est un débat empirique, c'est de dire voilà, à partir de quel seuil, s'il y en a un, l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt. Mais ce que dit Gabriel Zucman, c'est dit en fait, ça c'est une question qui intéresse en fait surtout les libéraux, parce que tu peux aussi avoir ce point de dire je déteste les inégalités dans l'absolu, et donc je m'en fous que ma taxe elle remplisse les caisses de l'État ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de compresser la hiérarchie des revenus, parce que je considère qu'il y a des niveaux de richesse qui sont juste inacceptables. Et donc de ce point de vue-là, la taxe, même si trop d'impôts tue l'impôt, je m'en fiche, même si c'était le cas, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de compresser la hiérarchie des revenus. Donc voilà, selon l'objectif qu'on a ici, de remplir les caisses de l'État ou de réduire la hiérarchie des revenus, on ne va pas s'intéresser aux mêmes études empiriques. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, on peut être d'accord sur les faits, on peut être d'accord sur les faits des politiques publiques, mais parce qu'on a des valeurs différentes, on va ne pas être d'accord sur quelle politique publique il faut mettre en place. Et non seulement c'est pas un problème, mais en plus c'est très très sain. Ah oui, non, mais pour moi, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. De toute manière, on peut être libéral et considérer que de temps en temps, le marché, il marche pas et du coup, il faut l'aider. Ou au contraire, considérer que de temps en temps, ça marche pas bien et tant pis parce que en fait, je préfère la liberté et que bon, ça marche pas. Voilà, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, quoi. Mais ouais, il faut vraiment dissocier les deux. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je vois au sein de la communauté libérale, parce que bon, du coup, je traîne beaucoup dans cette communauté-là. C'est qu'il y en a beaucoup trop qui essayent constamment de dire que les sciences économiques, c'est le camp du libéralisme. Voilà, quand on est libéral, faut écouter les sciences économiques. Mais moi, ce qui me semble, c'est que à la fois Keynes et Hayek, ils étaient tous les deux libéraux ils sont pas du tout d'accord l'un avec l'autre sur la manière de gérer les crises économiques, en tout cas, par exemple. Et donc, au final, qui on doit suivre là? Enfin, je pense que c'est pas les sciences économiques qui vont résoudre cette question. Alors, petit point de terminologie un peu nul. Moi, j'aime bien dire la science économique, parce que ça correspond à quelque chose de sociologiquement qui est très clair, qui est ce qu'on appelle en anglais economics,
Et ce qu'on fait dans les départements d'économie, Ok. et sociologiquement, c'est vraiment des chercheurs dans le monde qui publient dans les mêmes revues, Ok. qui ont les mêmes références. Quand tu fais un master de recherche en économie, à peu près partout dans le monde, tu vas avoir à peu près les mêmes manuels. C'est à peu près, on va dire, en tout cas en économie orthodoxe, on va dire dominante, Hmm. mais l'écrasante majorité des chercheurs en économie, voilà, il y a la même hiérarchie des revues. Ouais. Et quand on dit les sciences économiques, on inclut aussi d'autres choses, la gestion par exemple, D'accord. et c'est très très différent la gestion. Ouais, ouais. La gestion, le marketing. À chaque fois que moi je suis tombé, et ça m'est rarement arrivé dans des séminaires de recherche avec des chercheurs en gestion, en marketing, enfin, c'était une autre planète pour moi. Ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. D'accord. Donc j'aime bien dire la science Ok. économique. Je sais pas, faudrait voir. Après, il y a peut-être des chercheurs en gestion qui diront mais c'est affreux. Enfin, vous n'êtes pas la seule science économique. Donc, si ça offense certains, non. Mais en tout cas, j'aime bien faire cette distinction entre cet ensemble qu'on appelle economics en anglais Mhm. et le reste, parce que c'est vraiment très, 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 très différent. Mais sur le fait qu'effectivement, la science économique ne donne pas toujours raison aux libéraux, ni ne donne pas toujours raison, en tout cas pas raison à tous les libéraux, il y a une anecdote que j'aime bien. Il y a un spécialiste donc, de l'inférence causale qui s'appelle Scott Cunningham. Donc l'inférence causale, c'est la science de la causalité. C'est un spécialiste des politiques publiques. Enfin, pas vraiment, c'est un spécialiste de comment tu isoles une causalité. Bref. Mm. Et il raconte qu'il est rentré, c'est un type qui a eu un destin tragique parce qu'il est rentré à la fac pour devenir poète et il a fini économiste et économètre. Donc vraiment, il y a Ok. des gens comme ça qui subissent des drames personnels comme ça. Mm. Et donc lui, il était en bachelor en littérature et il avait une mineure en maths. Tu sais, comme c'est possible aux États-Unis où tu peux faire des doubles Ouais, ouais, licences lettres, maths. ouais. Euh, et il rentre en littérature et tous ses profs sont marxistes. Il en a marre des marxistes et du coup il se met à lire des penseurs libéraux, il se met à lire Friedman, je crois qu'il s'appelle Thomas Sowell, Ouais. Hayek, Mm. et, mais des vieux penseurs libéraux, John Stuart Mill, des trucs comme Ouais, ça. ouais. Il finit son bachelor de lettres et il se dit bah, je veux faire de la recherche en économie parce que bah, l'économie c'est ça en fait. Ouais. C'est John Stuart Mill, c'est Adam Smith, c'est ces textes-là que j'ai lus. Voilà. Et donc, il dit quand il rentre, il était libertarien, en fait. Donc, il était même plus que Ouais, libéral. bah, c'est Vraiment, il croyait à normal. l'état Il était jeune. Il était jeune, voilà. Et puis après, les illusions de jeunesse partent. Ouais, bah, non, bah, Euh, après, tu te calmes, tu vois. voilà. Et ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, euh, l'apprentissage des sciences économiques Mm. l'a beaucoup modéré, en fait. Ouais, Il lui a bah, montré d'abord, il a découvert quelque chose qui était très différent des livres qu'il avait lus, ouais. d'essayistes, de choses comme ça. Et effectivement, voilà, sa formation d'économiste l'a beaucoup tempéré sur certaines choses. Il a découvert qu'il y avait bien des discriminations pour certaines personnes de couleur sur le marché du travail et qu'on pouvait le démontrer, par exemple par des études de CV. Il a découvert plein de choses. Il a découvert qu'effectivement, parfois le marché s'autodétruisait de lui-même à cause de ce qu'on appelle des asymétries d'information Ouais. et qu'il faut que l'État garantisse la qualité des produits dans certains cas. Il a découvert que voilà, enfin, tous les trucs qu'on dit d'organisation industrielle où parfois le marché détruit le marché. Par exemple, sur des sujets comme où il y a des effets de réseau. Quand vous créez, je sais pas, Uber ou un réseau social, euh, l'intérêt du produit dépend du nombre de personnes qui l'utilisent. Ouais, carrément. Ouais. Et donc, plus il y a de personnes, plus ça attire des gens, et ça fait un effet boule de neige comme ça, Ouais, ouais. qui tend en fait à écraser la concurrence et à donner beaucoup de pouvoir à certains opérateurs sur ces secteurs avec l'économie de réseau en Bah, fait. c'est ce qu'on Et voit ça, avec c'est un cas. Twitter et Mastodon, Bon, un peu, quoi. Enfin, bah absolument. voilà. Parce que... Mastodon, c'est très difficile pour lui d'attirer des gens parce que tu sais que si tu vas sur Mastodon, t'as personne dessus. Et Ouais. c'est difficile. Ça peut arriver, mais c'est des équilibres qui sont difficiles à bousculer. Mm. Et ça crée des cas où effectivement le marché voilà, se préserve pas de lui-même. Il faut l'intervention de l'État pour le maintenir si c'est le marché qu'on veut. Bon, Ouais. évidemment. Après, il y a toutes les questions écologiques, tout ça. Je sais pas s'il parle de ça, mais c'est des choses que tu vois de toute façon sur sciences économiques, le fait que c'est tout ce type d'intervention d'ailleurs, il y a plein de penseurs libéraux qui ont pensé. Moi, je suis pas spécialiste d'Hayek, mais je sais par exemple que j'avais lu à l'époque La route de la servitude d'Hayek, Ouais. et il me semble que dans La route de la servitude d'Hayek, il parle de plein d'interventions de l'État. Ouais. Il parle de de la nécessité d'assurance sociale. Il me semble qu'il parle aussi de réguler certaines productions toxiques. Ouais. Donc il y a une allusion à la pollution. Donc
toutes ces choses-là sont pas forcément trop contraires au libéralisme, ça dépend, mais par contre c'était très contraire à un certain nombre d'hypothèses des libertariens, pour le coup. Ouais. Et ça, il s'est pris en pleine gueule quand il est devenu économiste, et donc ça l'a, en ce sens-là, éloigné du libertarianisme. Ouais, ouais. Je sais pas si on dit ça d'ailleurs, le En libertarianisme. fait, moi, c'est une. Mais- Ben, je crois qu'en français, on dit ça. Mais Hmm. parce que après, c'est toujours pareil, c'est que au début, tout ça vient de libertaire qui est arrivé chez les Américains. Mais sauf que Hmm. libertaire dans les années 60, en fait, c'est pas le libertarien des Américains, quoi. Ça n'a rien à voir. Et, et du coup, bon, bref, maintenant ça revient un peu, mais du coup, je sais pas trop. Mais c'est vrai que, en fait, moi j'ai une anecdote, mais il me semble que Rothbard, donc Hmm. un penseur anarcho-capitaliste, donc un libertarien plus, disons, il traitait Hayek de sociodémocrate, quoi. Ouais. Donc, Ah, il me semble, moi, il faut que je ouais, finisse de regarder ton interview avec Colin, que ouais, j'ai trouvé sur Hayek, que je trouve très très bien. ouais. Mais c'est vrai que je suis pas du tout un spécialiste de libéralisme, mais je sais que tout ce que je sais sur les libéraux me montre que c'est un courant en fait de pensée relativement modéré, finalement, qui tolère plein de formes d'intervention de l'État. Euh, ouais, puis tu as aussi dans le libéralisme tout ce qu'on appelle Ouais. l'ordo-libéralisme, donc tous ces gens qui pensent qu'effectivement euh, ils sont peut-être en partie issus aussi d'Hayek. Enfin, c'est douteux parce que l'ordolibéralisme Bah, date un peu avant la enfin, montée c'est des... un peu à la même période, mais c'est surtout essayer de. Enfin, en fait, le problème de l'ordolibéralisme, déjà, bon, comme c'est allemand, enfin, c'est les libéraux allemands, c'était l'idée de. C'est un problème. En Bah, fait, immédiatement. ben, non, mais c'est parce que leur problème, c'était comment on légitime l'État Mm. après les nazis, quoi. Donc, leur Ouais. question, c'était, bon, on peut utiliser l'État, mais que si c'est bon économiquement, en fait. Et Voilà. du coup, c'était ça un peu leur problème. Et parce que, enfin, bon, voilà, historiquement, c'était compliqué d'avoir un État qui fait des trucs en Allemagne après la guerre, quoi. Donc, Ouais, mais ouais. après, il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein, maintenant. Au Mm. final, enfin, le néolibéralisme s'inspire quand même pas mal de ça dans l'idée, hein. C'est les marchés qui fonctionnent pas aussi bien que ça pourrait, on va intervenir un peu dessus, quoi. Mm. En fait, c'est toujours le but, c'est de défendre le marché, quoi. Il faut qu'il y ait des Ouais. marchés. C'est un peu, C'est genre, réparons le marché pour avoir encore plus de marché, ouais, quoi. c'est un peu Il y a, ça. En il y fait, a un peu cette logique. c'est que, enfin, j'ai l'impression quand même que les ordos et les néolibéraux, ce qu'ils aiment vraiment pas, c'est le monopole. Donc, pour eux, il faut qu'il y ait de la concurrence tout le temps. Alors que les Mm. libéraux, eux, s'il n'y a pas d'intervention, s'il y a un monopole qui se crée, c'est parce que, enfin, on va dire, sauf sur cas exceptionnel, mais par exemple, disons Amazon, bon, il n'est pas en situation de monopole, mais il y en a certains qui vont dire oui, c'est un oligopole, quasiment, ils sont deux, trois dans la zone. Mais si Amazon est le plus fort à l'heure actuelle, c'est aussi parce qu'il a le meilleur service et Mm. les prix les plus compétitifs. Et du coup, c'est normal qu'il ait la plus grosse part du marché. Enfin, moi, ça me choque pas, quoi. Et du coup, moi, ça me dérange pas. Mais il y a des gens, par exemple, qui vont dire, ouais, mais ça, c'est trop gros. Et par exemple, les Américains, ils ont des lois antitrust pour ce genre de choses, quoi. Genre, t'as une trop grosse part du marché, c'est pas bien, quoi. Et ça, c'est la grosse question qu'il peut y avoir même au sein du libéralisme, hein. Il y en a qui détestent les monopoles, alors que d'autres, non. Ouais, bien sûr. Si les résultats d'une concurrence, le monopole, pour moi, il est OK, mais ça dépend vraiment des gens, quoi. Voilà, voilà. Mais donc, voilà, pour revenir sur le lien Ouais. voilà, économie et libéralisme, Ouais. non, l'économie donne pas toujours raison au libéralisme. Mm. De toute manière, comme je le disais, de toute façon, c'est quand même sur deux plans un peu différents. Ouais. L'économie, en grande majorité, et là je vais nuancer ça, s'intéresse vraiment aux faits, aux effets. Et Mm. le libéralisme, c'est une doctrine politique, donc c'est comment tu juges les faits et les effets. Ouais. Et quels objectifs tu choisis. Et quels faits tu mets en valeur. Voilà, enfin, quels effets secondaires d'une politique sont importants pour toi, quels effets primaires sont importants, un petit peu, pour faire une métaphore un peu médicale, mais qui, je crois, a un peu de sens. Voilà. Euh, donc voilà. Donc, a priori, libéralisme et sciences économiques, c'est pas du tout sur les mêmes plans. Et de fait, la science économique a des résultats qui vont s'opposer, sinon au libéralisme, en tout cas à certaines formes un peu extrêmes, comme notamment ce que font les libertariens ou Ouais. les anarcho-capitalistes. Mm. Voilà, enfin, je regardais par exemple quelques comptes libertariens quand on parlait de taxe carbone qui disaient oh mais c'est débile, la taxe carbone ne peut pas baisser les émissions. Bah non, il y a plutôt des études qui montrent que dans les cas où la taxe carbone est fixée à des niveaux élevés,
comme en Suède, comme en Finlande, il semble que ça réduit les émissions par rapport à un contrefactuel. Voilà. C'est des papiers vachement intéressants. On compare par exemple la Suède qui a mis en place une taxe carbone à un mélange de pays. En fait, c'est une méthode qui est très intéressante. On compare la Suède à ce qu'on appelle un contrôle synthétique. Donc en fait, à un mélange de plusieurs pays, donc à une moyenne des autres pays, mais c'est une moyenne pondérée, donc certains pays vont compter un peu plus que dans la moyenne que d'autres. Et il y a un algorithme qui choisit le poids qu'ont prendre certains pays dans la moyenne, de telle manière à ce que ça crée une Suède synthétique qui avait les mêmes émissions que la Suède avant la mise en place de la taxe carbone. Et on vérifie si En fait, la tu Suède crées un jeu de données qui Mmh. s'ajuste à la courbe identique de la Suède, quoi. De telle manière à ce qu'il soit ajusté à celui de la Suède. Enfin, jusqu'à la mise en place de jusqu'à la politique. Et mise en place de la politique, évidemment. Voilà. Hmm. Et effectivement, enfin ça effectivement c'est une façon de faire pour trouver un groupe contrôle. Ouais. Et tu ajustes la courbe en faisant en sorte que c'est certains pays qui comptent un peu plus dans la moyenne que d'autres. Ouais. Voilà. Et tu fais quand même en sorte que un seul pays n'explique pas tout, parce que dans un pays il peut se passer plein de choses très particulières, mais voilà. Donc bref, peu importe. Donc, il y a des preuves plutôt assez propres maintenant aujourd'hui que dans certains cas la taxe carbone peut réduire les émissions de CO2. Bon bah là, c'est un point de friction entre les libertariens et la science économique. Ouais. Le salaire minimum aujourd'hui, il y a beaucoup moins de consensus qu'il y avait sur le fait que le salaire minimum détruit l'emploi, ce qui est enfin, j'entends beaucoup de libertariens et même de libéraux dire oh mais on sait que le salaire minimum ça détruit des emplois. Bah, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet sur ma chaîne Empiriciste, je vous invite à aller les voir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, carrément. Voilà. Donc, effectivement, il y a quand même des points de friction pour le coup. Je pense que justement, se pencher sur ces questions-là, enfin, sur les questions économiques un peu sérieusement, hein, pas juste dire oui, bon, j'ai lu Smith et compagnie, quoi. C'est un moyen aussi de se déradicaliser un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui a marché pour moi, quoi. C'est parce que au final, à un moment, bon, ce qu'on veut tous, de toute manière, quand on s'intéresse un tout petit peu à la politique, c'est quand même que la situation aille mieux. Enfin, ouais, après, je sais pas, moi, je fais partie de ces gens-là. J'espère qu'on veut tous ça et que après, on n'a pas tous la même idée de comment en faire. Mais du coup, c'est sûr que si on a des réponses à certaines questions grâce à la science économique, du coup, autant profiter de ces réponses-là. Enfin, je veux dire. Je pense que c'est cool. Après, est-ce que ça amène forcément à plus de modération politique? Pour certaines personnes, oui. Ouais. Moi, je connais aussi des économistes qui s'intéressent à l'effet des politiques publiques, mais qui considèrent qu'ils sont toujours aussi radicaux qu'avant. Ouais. Donc, moi, je me lance pas. Ouais, je tiens à dire que sur la question de est-ce que c'est bien d'être moins radical, voilà, moi vraiment je me lance pas sur cette question et j'ai pas envie qu'on isole cet extrait en disant oh là là, un empiriciste, il prétend être pas partisan mais il a dit que le centrisme c'était génial et que les extrêmes ou les gens plus radicaux c'était pas bien. Non, ça n'est pas ce que je dis, c'est pas de ça dont je suis venu parler, donc s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, ne sortez pas cet extrait. Sur cette question, je ne parle pas publiquement. Et ce que je constate en tout cas, c'est que j'ai autour de moi des gens qui sont chercheurs en sciences économiques, et il y a effectivement il y a des centristes, hein, mais il y a aussi des gens qui sont plutôt extrêmes, plutôt radicaux, et qui considèrent que la science économique leur a permis de donner, alors peut-être à leur radicalité, un tour un peu plus efficace. Voilà. Okay. Bon. Et une autre nuance que je veux faire qui est vraiment importante, c'est quel est le rôle de la science économique? Empiriquement, de fait, les économistes passent beaucoup de temps aujourd'hui à analyser les données, donc à décrire un petit peu l'effet des politiques telles qu'elles ont été mises en place et de manière générale, on pourrait dire le système tel qu'il fonctionne dans la manière où il est, d'où viennent les inégalités éducatives, d'où viennent les inégalités entre travailleurs, voilà. Il est vrai qu'il y a aussi quelques chercheurs qui s'intéressent à essayer de simuler d'autres systèmes. Alors, il y a deux choses. Il y a une partie de la recherche en économie qui consiste aussi à simuler d'autres politiques. Donc là, ça prend un tour un peu plus normatif. Par exemple, je voyais des papiers, c'est pas des changements radicaux, mais qui simulent ce qui se passe quand tu investis dans les énergies renouvelables, quand tu mets en place une taxe carbone et que tu reverses effectivement les recettes de la taxe carbone aux plus faibles.
Ouais. Bon. Là, c'est quand même un travail, on va dire, scientifique, parce que tu essaies de comprendre factuellement ce qui se passe quand tu modifies le système. Ouais. Mais il y a aussi toute une visée normative derrière je présente un autre modèle de société et j'explique en fait comment ça pourrait marcher. Bon. Donc il y a quand même une petite partie de la science économique qui fait des trucs un peu plus normatifs et qui propose de simuler d'autres mondes et d'autres systèmes. Je pense que ça peut être utile. Cela dit, moi, c'est pas ce que je fais parce que je pense que c'est pas là qu'est vraiment notre avantage comparatif. Aujourd'hui, on a des super méthodes pour savoir si les politiques marchent, pour comprendre comment fonctionne le système et pour, une fois qu'on a mis en place des politiques qui ont été suggérées par les citoyens, savoir si ça atteint les objectifs ou pas. Et donc, je me dis que c'est super d'utiliser ces outils. Ceci étant, c'est un peu un choix personnel que je fais. S'il y a d'autres chercheurs qui veulent faire des trucs un peu plus normatifs, je tiens à dire, contrairement à ce que laissait penser ce que j'ai dit au REC, que je les condamne pas et que je reconnais qu'ils existent, ces gens-là. Voilà, je tiens à le dire. Donc Voilà. les intérêts, tu ne condamnes pas les économistes d'intérêt. C'est ça c'est ça ta phrase. Je ne condamne pas Les les gens qui font des hétérodoxes. travaux. Les hétérodoxes, hein. Non, c'est Ouais. pas seulement des hétérodoxes, en partie, bien sûr. Puis je condamne les hétérodoxes pour d'autres raisons. Ouais. Par exemple, Timothée Paré qui se présente comme hétérodoxe. Ouais. Plus je m'intéresse à la décroissance, plus je trouve que c'est un peu un globi-boulga, qu'il n'y a aucune prescription politique claire. Ouais. Euh, Moi, voilà. moi, je pense que, enfin, je sais pas trop, je me suis jamais trop intéressé au sujet, mais à partir du moment où il y a tout un, il y a trop de gens dans le monde qui ont besoin de croissance et qui vont jamais appuyer sur, si on leur dit vous pouvez appuyer sur ce bouton, vos gamins, ils ont 10% de chance de mieux vivre que vous à chaque fois que vous appuyez, mais ça émet 1 tonne de carbone, tout le monde appuiera, quoi. Il y a beaucoup trop de gens Oui, pour l'instant oui, qui sont dans une situation financière où ils appuieront sur ça. Donc, ouais. J'évite en conscience le sujet. Ouais. J'évite là-bas. Il y a des décroissants qui diraient non, mais la décroissance, c'est laisser les pays en développement croître. Ouais, Bref. ouais, ouais. Ouais, ouais, Ce que je ok. veux dire, c'est que non, mon point, c'est je parle pas des économistes hétérodoxes Hmm. seulement. Je parle des économistes qui font des choses normatives, qui disent ce Ouais, qui est bien ou mal, dans des trucs un peu académiques. Par exemple, tu as des économistes qui contribuent aussi à des rapports pour dire voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, bah, ces gens-là, ils existent. Ces gens-là, c'est des chercheurs. Ils utilisent des outils de la science économique. Voilà, de facto, si on veut décrire ce que c'est que la science économique, et c'est mon point, il y a aussi cette partie-là qui existe, voilà, qui n'est pas la majorité de ce qu'on trouve dans la recherche académique, mais ça existe en toute petite minorité aussi, en minorité aussi. Voilà. Donc et ah, voilà, je suis content d'avoir ce petit extrait parce que en fait, on avait posé la question au REC, donc au rencontre de l'Esprit Critique, il y a un ouais, an, quand j'avais fait une table ronde avec Olivier Simard Casanova et Emmanuel Auriol, qui est une économiste à l'École économique de Toulouse, et les gens avaient dit oui, mais pourquoi les économistes passent pas leur temps à inventer un modèle alternatif et des trucs comme ça. Et voilà, moi j'avais répondu mes préférences à moi, qui était que je trouve qu'on a des super outils pour penser ce qui existe ouais, et savoir, une fois que les citoyens ont proposé des choses, si effectivement ça atteint les objectifs et que je pensais que c'était bien. Mais en fait, je veux dire que ça s'appliquait qu'à moi c'est mes préférences. Et puis les chercheurs, d'autres chercheurs font ce qu'ils veulent, je suis pas là pour leur dire comment ils devraient faire leur métier. Voilà. ouais. Ok. Mais bon, et ça fait, je crois que ça fait lien aussi à ta question que tu as posée il y a 20 minutes. Excuse-moi, j'ai un vrai problème de synthèse. Ouais, c'est un truc. Ouais, non, En même mais temps, c'est pas... bavarde. C'est le flow, tu vois. Ouais. Faut pas se battre contre le courant. Mm. Euh, je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait des vidéos sur donc le livre de Pierre Cahuc Mm. et Zilberberg, là, le négationnisme économique. Et il y a des gens qui me On sont... peut en parler, ça Ouais, d'ailleurs, si tu veux, de ouais, ce que je bah, je pense veux de. bien parce que, bon, quand j'ai fait la vidéo en tapant sur les patrons, parce que généralement, ce que je fais, c'est que je prends un livre, je vais résumer en gros 2, 3 chapitres, enfin en gros un tiers du bouquin ou un peu moins, histoire que ça donne envie, dans le but de donner envie aux gens de le lire. Voilà, c'est un peu ça ce que je fais sur ma chaîne. Du coup, j'ai fait une vidéo où je me suis dit, je vais taper sur les patrons, et enfin la science économique qui tape sur ce que disent les patrons, puis après une vidéo où la science économique tape sur ce que disent les intellectuels, voilà, de plateau, disons. Euh, Ouais, mais le négationnisme, il critique aussi ce que disent certains patrons. Par oui, exemple, ils oui, disent aussi que les cotisations au-dessus de certains. Voilà. oui, non, mais Ouais, ouais. justement, Donc, du coup, j'avais fait donc la première vidéo sur
les patrons racontent n'importe quoi. Ah, Et la deuxième ok. vidéo sur des intellectuels racontent n'importe quoi. Ouais, ok. Et Ouais, ouais. surtout, moi, ce qui m'avait vraiment dérangé, et enfin, j'ai trouvé que le point, en tout cas, principal du livre, c'était de dire, enfin, les sciences économiques, c'est pas que du bullshit, quoi. Mm. Je trouvais qu'ils avaient, oui, ils étaient un peu durs dans la manière de présenter leur bouquin, mais je pense qu'au bout d'un moment, il en avait plein la. Enfin, tu vois, c'était un peu cathartique pour eux d'écrire ce truc-là. Mais leur point, c'est quand même, bon, bah, les sciences économiques, c'est un peu sérieux. Enfin, c'est pas que de l'idéologie, quoi. Et, Mm. et c'est pas aussi simple que ce que les gens prétendent sur les plateaux ou même un peu partout, quoi. Et du coup, ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus, enfin, sur ce bouquin. Est-ce qu'il était bien? Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et voilà, et est-ce que Mm. c'est légitime, toutes les critiques qu'on m'a faites parce que notamment, on m'a dit qu'il y a des problèmes épistémologiques sur ce que racontait Zilberberg et tout ça. Enfin, et Cahuc, bon, je sais pas. Faudrait qu'on parle spécifiquement de ce que sont vraiment les problèmes épistémologiques. Ouais, Mais non, moi, les critiques que j'ai à faire sur le livre, ouais, d'abord, c'est le terme négationnisme est vraiment pas le bon. ouais. C'est-à-dire, il y a un terme en anglais, je crois que c'est Olivier Gaucho qui disait ça, mais je suis pas sûr. Il a raison. Il y a un terme qui existe qui est le dénialisme. Et en fait, bon, même sur ce truc très positiviste de dire il y a des résultats en sciences économiques, ce que je pense aussi assez consensuel, qu'on peut pas complètement écarter. Ouais. Le fait de nier un consensus, c'est ce qu'on appelle du. Il faudra qu'on parle d'ailleurs de comment on mesure le consensus entre les économies, c'est une question intéressante, et de comment on sait qu'il existe et qu'est-ce que c'est qu'un consensus scientifique, mais je mets ça à part. Le terme de négationnisme, quelle que soit la thèse, n'est pas bon. Je pense que dénialisme aurait été un meilleur choix. Parce que Ouais, négationnisme, c'est la Shoah, ouais, parce que, ouais, enfin, ouais. voilà, il y a Ouais, ouais, non, cette mais c'est. conception-là. Alors, évidemment qu'il n'accuse personne d'être antisémite, hein, Non, non, bah, c'est pas du tout ce mais qu'il enfin, faut. on peut pas non plus complètement ignorer le poids des mots, en fait. Donc ça pourrait paraître un détail, mais je pense que c'est pas un détail quand même. C'est effectivement, voilà. Deuxièmement, euh, euh, il y a, je trouve, une espèce de confusion entre le normatif et le descriptif dans le livre, entre ce dont on parle longtemps, on a longtemps parlé tous les deux, qui est, voilà, la science économique s'intéresse aux faits, aux effets, et selon votre préférence politique, vous allez pouvoir arbitrer entre différentes solutions. Et j'ai eu Cahuc en prof, j'ai écrit mon mémoire de master avec lui, donc enfin, je l'ai vu enseigner, et je sais que c'est à peu près, je pense que c'est à peu près ce qu'il pense. Simplement, il le dit jamais. Et donc, quand on lit, je trouve le négationnisme économique, on a vraiment l'impression d'un type qui vous dit, de la même manière qu'un médecin pourrait vous prescrire des médicaments, on sait ce qui marche et la science économique vous dit ce qu'il faut faire, pas seulement qu'il est probable qu'il se passe ou les quelques connaissances qu'on a sur l'impact probable des politiques. Ah ouais? Ok. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, je trouve, en lisant le Parce que, bouquin. Il me semble parce qu'il y en a quand même une, qu'on ne moi. faisait pas ces distinguos. Mais peut-être que je me trompe, mais de mémoire, ce distinguo n'était pas marqué, en fait. Ouais. Mais en fait, je me rappelle plus exactement si c'était vraiment marqué. Peut-être au début. Mais moi, j'ai trouvé que, au contraire, enfin, en tout cas, si t'arrivais en mode science économique, libérale, voilà, on va dire modéré, dans ton libéralisme, il y avait quand même des choses sur lesquelles il disait, voilà, enfin là, je suis d'accord avec Thomas Piketty qui a fait ces études-là sur Non, les mais, trucs et tout. Donc, du coup, euh, non, mais, c'est autre chose, en fait. C'est ouais, qu'en fait, il semble que Cahuc a été proche à un moment de Hollande. Enfin, c'est un espèce de. mhm, C'est un espèce, déjà une espèce, il faut que c'est pas très ouais, ouais, sympa, mais c'est c'est quelqu'un qui semble évoluer, je sais pas, dans ok, l'espèce d'idéologie de centre-gauche. ok, ok, Et donc, ça fait qu'il n'est pas toujours d'accord avec les libéraux et les libertariens. ouais, Mais ouais, il a son idéologie et je trouve que on a l'impression en le lisant, je pense que c'est pas son truc, que justement, la science économique, c'est te dit qu'il faut appliquer le programme dont il rêve. ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ok, Je trouve qu'il ne martèle pas assez en distinction entre on a des résultats empiriques clairs et après, en tant que citoyen, on s'en saisit comme on veut. Et selon ses objectifs, on ne va pas en déduire ce qu'il faut faire en termes de politique. ouais, Et peut-être qu'il le dit un peu, mais c'est un point qui est tellement compliqué qu'en fait, il faut le marteler, marteler. Et je crois, pour être mieux entendu dans le débat public, faire moi comme ce que j'ai fait avec le salaire minimum. Tu vois, genre, oui, on trouve que il explique bien d'ailleurs les résultats sur le salaire minimum, parce que de toute façon, c'est un économiste du travail, et c'est sans doute le meilleur économiste du travail français, Pierre Cahuc, ouais, et Zilberberg aussi réputé. Donc, il explique très bien les études sur le salaire minimum.
ça aurait pas tué de faire ce distinguo, de dire mais attention, c'est pas parce que le salaire minimum ne détruit pas l'emploi en tous les cas qu'il faut que nécessairement la science économique dit qu'il faut le monter d'un point de vue moral. C'est encore un autre sujet. Donc c'est la deuxième critique que j'ai à faire au bouquin, que je trouve que vraiment il aurait gagné à faire, ou en tout cas à marteler cette distinction pour être mieux entendu dans le débat public. Ouais. Ceci étant, je trouve que c'est un très bon bouquin pour montrer que la science économique a évolué, qu'elle est empirique, comment elle fonctionne, la différence entre des travaux revus par les pairs et répliqués et des simples opinions de plateau télé, quand même. Voilà, je trouve qu'il explique assez bien ce que c'est que des expériences naturelles, pour le coup. Il explique assez bien la logique du truc. C'est parce que c'est vraiment un bon pédagogue. Effectivement, il rend justice à plein de travaux différents. Et il y a eu d'autres critiques que j'ai trouvées vraiment. Et je pense il y a certains intellectuels qui sont complètement. Qui peuvent être des économistes hétérodoxes, qui ne sont pas tous les économistes hétérodoxes, mais qui sont certains économistes hétérodoxes, qui sont complètement déconnectés de l'état de la science économique aujourd'hui, qui font des hommes de paille, qui s'attaquent à des moulins à vent, qui disent n'importe quoi sur ce que font les économistes, qui ne citent pas leurs résultats empiriques, qui ne citent pas les résultats sur plein de choses. Enfin voilà, la caricature effectivement d'une science économique qui n'aurait que des résultats qui servent le libéralisme, le bouquin effectivement la démontre très bien comme tu dis, et ça c'est bien. Ouais. La caricature des économistes qui ignoraient l'impact environnemental des politiques, des questions sociales, des questions d'inégalité, je trouve que le bouquin le démontre assez bien. Il montre qu'il y a pas mal de recherches sur le bien-être des gens, sur la santé des gens, sur le niveau d'éducation en économie pour lui-même. Donc je trouve que le bouquin fait beaucoup justice à la diversité des recherches en sciences économiques. Voilà. Je trouve qu'il a aussi un peu raison de... il tapouille un petit peu sur Bourdieu, qui était très très remonté contre la science économique. Et en fait, je trouve que Bourdieu a dit plein de choses très intéressantes, mais les critiques de la science économique de Bourdieu sont souvent pas très bien informées. Et elles sont vraiment... elles sont encore moins vraies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Donc, parce que je sais qu'Olivier Gaucho, une des critiques qu'il a fait au négationnisme économique, qui me semble, c'est un peu approximatif ce que je vais te dire, mais que Pierre Bourdieu disait oui, que les économistes, en gros, pensent que à la distribution des revenus, ils pensent qu'à l'argent, et ils ignorent toute la recherche sur le bien-être des gens, sur l'environnement, sur ces choses-là. Il dit ça. Il ça, me semble. Il cite Bourdieu qui dit ça dans le livre. C'est ça, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et Cahuc montre très bien, mais non, évidemment, moi je fais de l'économie de l'éducation et de la santé, ce qui est un truc mais super courant, il y a beaucoup de recherches là-dessus, et nous les économistes on s'intéresse beaucoup vraiment au bien-être des enfants, à leur développement socio-émotionnel, à ces trucs comme ça. Et c'était déjà pas vrai dans les années 80 parce que ces recherches elles existaient à un état embryonnaire, et ces recherches-là se sont beaucoup développées aujourd'hui. Alors certes, Olivier Gaucho a dit oui, mais l'étude que vous citez pour opposer à Bourdieu, elle n'a été pas publiée au moment où Bourdieu a publié sa phrase. Ok, mais ça ne change pas le fond du propos que cette critique, elle n'est plus pertinente aujourd'hui, et donc on ne peut plus se servir de cette critique. Voilà. Ouais. Donc peut-être que Bourdieu a prononcé cette phrase avant que les études que Cahuc cite aient été publiées, mais ça ne change pas que ça prouve bien que son discours ne s'applique plus à ce qu'est la science économique aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pas une critique que je trouvais superbe. Une autre critique, c'est de dire non, mais attention, quand vous faites une expérience, elle ne se réplique pas toujours. Et elle n'est valable que dans un contexte donné. En fait, c'est littéralement le cas dans toutes les sciences. Il y a quelque chose de la crise de réplication aussi en médecine. Il arrive, je crois, aussi en physique. En physique, moi, si tu veux, mon expérience, c'est que j'ai passé 3 ans à essayer de répliquer des trucs que mon équipe a fait au même endroit que moi. Mais genre 6 mois avant que j'arrive. Et j'ai jamais réussi en 3 ans et demi, tu vois. Voilà. Donc, je travaillais un peu en bio, mais je travaille avec des bactéries, mais quand même, quoi, tu vois. C'est pas si évident que ça, la réplication, même en physique. Voilà. Donc, mais dans toutes les sciences, la réplication, c'est important. Ouais. Il faut jamais se baser sur un papier. C'est un principe épistémologique de base, justement. Clairement. Et donc, c'est pas du tout une bonne critique. Et en plus,
Le bouquin de Cahuc et Zilderberg a ses défauts, mais il est très clair sur ça en plus. Mm. Ouais, ouais. Et en fait, il y a un truc derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, il cite un papier sur l'impact des 35 heures, qui a eu quelques petits problèmes de réplication. Il y a effectivement eu le papier qui a été cité, il a été critiqué, d'ailleurs, mais sans doute pour des bonnes raisons scientifiques, par Olivier Gaucho. Voilà. Il ne tenait pas en compte l'impact de certains travailleurs frontaliers, parce que, enfin, peu importe, bref. Ouais, ok. Il y a eu quelques erreurs de code dans le papier, et donc un des papiers que cite Cahuc ne s'est pas répliqué. Et alors, ça ne change pas du tout son propos. Le propos de Cahuc dans ce chapitre, il est très clair, c'est de dire on n'a pas de preuve que la réduction du temps de travail seule, pas associée à une baisse des cotisations, que la réduction du temps de travail seule réduirait le taux de chômage, et les quelques preuves qu'on a suggèrent l'inverse. Donc, ça supprime une preuve de l'inverse, Ouais. mais le point général reste le même, en fait. Ouais. Donc, s'acharner sur ce point-là, de dire, oh, vous citez une étude qui n'a pas été répliquée, ça arrive tout le temps en science. Ça arrive tout le temps en science, c'est pas très grave, en fait. Bah non. Ça ne change pas du tout le propos du bouquin, Non, en fait. ouais. Et ensuite, de manière générale, les gens disent, oui, mais vous comprenez, les gens disent oui, mais la différence entre les expériences en sciences sociales et en sciences naturelles, c'est que le contexte importe et que donc voilà, la réplication ne va pas être toujours la même. Et aussi, les gens parlent, et ça c'est un truc un peu plus... les problèmes de contamination. Genre par exemple, tu vas faire une expérience où tu donnes de l'argent, je sais pas, tu fais employer des gens dans le groupe traitement, et ces gens dans le groupe traitement, comme ils consomment, ils vont peut-être aussi créer des emplois dans le groupe contrôle. Et donc le traitement va aussi affecter le groupe contrôle. Ouais. Bon. Ces deux points, ils sont aussi vrais, c'est des problèmes qui se posent aussi en médecine. En physique, je ne sais pas, mais au moins en médecine aussi. En médecine aussi, selon la génétique des populations, tu vas avoir des effets différents du traitement. En fonction des mutations, l'effet du traitement va changer de manière dynamique. On l'a vu sur les vaccins pour le Covid, par exemple, qu'un vaccin qui marchait à un moment donné sur le Covid il mute, il marche de manière différente. Ouais. Donc le fait que voilà, l'effet d'une politique il va changer avec le temps, ça existe dans toutes les disciplines. Et ces phénomènes de contamination, ils existent, et ils existent aussi en biologie, et ils sont traitables. En biologie aussi, si les membres du groupe traitement et du groupe contrôle sont trop proches, tu as quelque chose qui s'appelle l'immunité collective, qui peut réduire artificiellement l'écart entre le groupe contrôle et le groupe traitement. Un exemple qui est connu, c'est tout le débat autour des politiques de déparasitage dans les pays en développement. Ouais. Il y a eu plein d'essais qui montraient que, contrairement à ce qu'on pensait, dans les années 2000, quand tu déparasites des enfants dans les pays en développement, ouais. Il semble que, alors que les parasites intestinaux, c'est un truc qui te donne des anémies, qui te crève, qui t'empêche d'aller à l'école, bah, dans ces papiers-là, on se rend compte que les enfants déparasités par rapport aux enfants pas déparasités, ils n'avaient pas plus de chances d'aller à l'école. Sauf que le problème de ces papiers-là, c'est que tu déparasitais, tu prenais une classe, tu tirais au sort dans la même classe ceux qui allaient être déparasités et ceux qui n'allaient pas être déparasités. Et donc en fait, ceux qui n'étaient pas déparasités bénéficiaient quand même de l'immunité de ceux qui étaient déparasités. Ça réduit artificiellement la différence entre le groupe contrôle et le groupe traitement. Et donc c'est aussi un problème qui peut biaiser les résultats, l'immunité collective, comme dans notre cas en économie, quand tu as des gens qui sont affectés par une politique, ils vont peut-être créer des emplois aussi dans le groupe contrôle ou par le comportement affecter le groupe contrôle aussi. Donc c'est des choses qui existent aussi en médecine et en biologie. La solution à ce genre à ce type de problème en général, c'est d'allouer le traitement à une échelle plus élevée. Au lieu de prendre une classe et de dire la moitié de la classe va être déparasitée, tu prends toute une école, tu la déparasites et tu tires au sort des écoles entières qui vont pas être déparasitées. Comme ça, tu as moins de contamination possible et là, tu te rends compte que le déparasitage, ça marche. Tu vois, des trucs comme ça. Un autre point qu'on a fait aussi, oui, rendez-vous compte, il y a des problèmes qu'on appelle des effets d'équilibre généraux. Une politique qui a marché à petite échelle, elle va pas forcément marcher à plus grande échelle. Il y a un exemple comme ça que je trouve vraiment marrant qui vient de John List, donc cet économiste académique qui a bossé pour plein de
à la fois qui a publié des articles académiques, mais qui a bossé pour des boîtes, notamment pour Uber. Et lors de la grande grève des chauffeurs de Uber, il a été embauché pour Uber pour faire revenir les chauffeurs Uber, parce que les chauffeurs Uber se plaignaient qu'ils n'étaient pas assez payés sur la plateforme. Ouais. Et il met en place un système de pourboire. Et à petite échelle, le système de pourboire qui teste par essai contrôlé randomisé marche très bien. Les gens, les chauffeurs reviennent. En fait, c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils reviennent parce qu'ils sont mieux payés, et en plus, ils font plus de courses, donc tout le monde est un peu content. Ils généralisent le programme à l'échelle des États-Unis, et ça marche plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'à plus grande échelle, la plus grande rémunération a attiré plein de nouveaux chauffeurs, et cet effet à plus grande échelle a été suffisamment important pour ramener la rémunération à son niveau initial, parce que tu sais, les nouveaux chauffeurs, ils ont fait concurrence aux anciens. Bah ouais, Et donc, dans ces cas-là, effectivement, si tu fais une expérience à trop petite échelle, ouais. bah, tu vas dire, oh, j'ai un essai contre randomisé, sauf qu'en fait, ça marche pas à plus grande échelle. Sauf qu'à nouveau, c'est un truc que tu peux contrôler. En fait, ce que tu peux faire, c'est, tu as deux méthodes, mais disons la méthode la plus simple, c'est de faire ce qu'a fait par exemple Esther Duflo, notre prix Nobel d'éco d'il y a 2 ans, Ouais. prix Nobel avec des guillemets, au prix de la Banque de Suède. Je m'en fiche. Moi, je m'en fiche Enfin, aussi. franchement, c'est bon, c'est le prix de la Banque de Suède si vous voulez. Ouais. Ils ont un papier où ils se demandent, donc ils s'intéressent à des programmes d'aide de retour à l'emploi qui donnent des des petites compétences aux gens qui ont perdu leur emploi. Et ils se disent, bon, il faut qu'on démontre que ça marche, mais il faut aussi qu'on démontre que ça marche si on veut le généraliser, pas seulement parce que ça donne un petit avantage localement à certaines personnes, ce qui fait qu'ils vont effectivement, voler un emploi à des gens très similaires d'eux, mais que si à l'échelle du pays tu donnais ce petit avantage à tout le monde, ça s'annulerait et plus personne n'aurait d'avantage. Ouais. Et ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est qu'en fait, ils ont tiré au sort des villes où ils ont tiré au sort certaines villes où genre 100% des chômeurs, j'exagère, mais quasiment 100% des chômeurs allaient être traités par ce programme, des villes où 80% des chômeurs allaient être traités par ce programme, des villes où 60% des chômeurs allaient être traités par ce programme. Ok. Et comme ça, tu peux voir comment l'effet évolue à mesure que tu augmentes le nombre de personnes traitées. Et ce qui montre justement, c'est qu'en effet, les bénéfices de ce genre de programme ne se font qu'aux dépens des gens qui n'ont pas bénéficié. Ce programme, il ne marche que parce qu'il donne un petit avantage Ah ouais, ok. à des gens pas qualifiés, mais qu'en fait, dès que tu le généralises, les gens se font concurrence entre eux et ils ont perdu. Il y a une forme d'inflation de cet avantage. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Donc, à nouveau, ce problème qu'on dit d'équilibre général, donc équilibre général, c'est ce qui est vrai à petite échelle n'est pas vrai à plus grande échelle. Mhm. On peut le corriger, on a des méthodes pour ça. Et les gens, et donc c'est pas du tout une critique qui enterre complètement l'approche que promeuvent Kahuck et Zilberberg. Mm. Voilà. Ensuite, j'ai entendu effectivement qu'il y avait des problèmes épistémologiques avec le bouquin. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai jamais vu des trucs très clairs. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que oui, il y a un problème, les économistes font peut-être pas assez d'épistémologie. Mais deux choses. D'une part, moi, je crois que c'est André Orléans que j'ai en tête, des trucs comme ça. Je vois beaucoup d'économistes hétérodoxes qui disent oh, je vais faire de l'épistémologie et qui ne citent pas des recherches en philosophie des sciences, qui je trouve, et notamment des recherches récentes en philosophie des sciences, ce qui m'étonne un petit peu. Et qui deuxièmement font en fait des comparaisons que je trouve très très bizarres en disant entre l'économie et la physique ou l'économie et la médecine, alors qu'ils connaissent pas vraiment le fonctionnement des deux. Typiquement, je trouve que ce que je t'ai dit sur l'économie et la médecine illustre bien ça. Des gens qui t'expliquent non, mais contrairement en médecine, en économie, quand on fait un essai dans un contexte, il ne va pas forcément se répliquer dans un autre. Il faut ne rien connaître aux sciences de la santé pour dire des trucs comme ça. Quand des gens aussi t'expliquent, oui, tu vois, il y a des problèmes de réplication en économie contrairement à dans d'autres sciences, c'est des gens qui connaissent, tu vois. Et donc, pour pouvoir construire un discours épistémologique, il faut soit effectivement lire des chercheurs, et moi, à chaque fois que je fais des trucs en épistémologie, j'essaye notamment de contacter les chercheurs autour de moi. Par exemple, moi, je m'entends assez bien avec un monsieur qui s'appelle Florian Kovac, qui est philosophe des sciences. Et à chaque fois que dans mes vidéos, j'ai fait des points épistémologiques, je lui ai fait relire ce que je disais. Donc, si on veut faire de l'épistémologie, il faut en faire bien, c'est-à-dire avec des spécialistes. Et je ne suis pas sûr que tous les gens qui, effectivement, font des critiques épistémologiques de l'économie le fassent.
Voilà. Et quand on compare l'économie à d'autres disciplines, c'est très difficile parce qu'il faut connaître à la fois l'économie et ses autres disciplines. Et il y a des chercheurs qui font ça. Hein. Par exemple, il y a une femme qui avait fait des critiques des essais contre les randomisés, une chercheuse qui s'appelle Nancy Cartwright. Et Nancy Cartwright, il me semble qu'elle est à la fois spécialiste de philosophie de la médecine, de philosophie des sciences et de philosophie de l'économie. Donc, elle a ce bagage-là pour faire ce genre de comparaison entre les disciplines. Et je trouve que ça donne des trucs plutôt intéressants. Alors, elle a écrit un article pour critiquer un peu l'approche d'Esther Duflo des essais contre les randomisés en développement, qui avait ses limites, mais qui était quand même très bien intéressant et très documenté, qui a été pas mal cité. Voilà, j'ai en tête aussi des chercheurs comme ça. Quand j'étais au Canada, j'avais des cours avec une femme qui s'appelait Margaret Chabas, qui est une historienne de la pensée économique, mais qui est aussi une historienne de la physique, et qui a une formation en physique et en économie. Donc elle, quand elle te compare la physique et l'économie, elle a vraiment une expertise dans les deux domaines. Je crois que c'est pas beaucoup le cas de beaucoup de gens qui prétendent faire de l'épistémologie sur l'économie. Et peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire d'épistémologie du tout que usurper des compétences en épistémologie. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais bon. Je sais pas, moi, je t'avoue que j'ai... Enfin, pour moi, l'épistémologie, c'est les théoriciens des théories, tu vois. Enfin, donc, si tu veux... moi, déjà, j'ai des problèmes avec les théoriciens en physique, ok? Alors que la physique, c'est une science simple, parce qu'on sait à peu près tous les éléments qu'il y a dans les expériences qui sont bien contrôlés dans les laboratoires. J'ai déjà des problèmes avec les théoriciens, enfin, en termes de méthode, etc. Donc, du coup, si tu veux, les théoriciens des théoriciens, moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est vraiment. Ah, il faudrait qu'on en reparle. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses assez intéressantes. Éclaire un peu les différences entre les sciences, tout ça en épistémologie. Moi, je suis beaucoup moins radical. Mais bon. Mais après, enfin, moi, ça m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas intéressant. C'est juste, moi, ça m'intéresse. Toi, ça t'intéresse pas. Voilà. C'est pas un jugement en fait sur l'épistémologie. Ah non, non, j'ai pas de jugement là-dessus. Je comprends qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui essayent de faire ça du mieux qu'ils peuvent. Après, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Hein. C'est à la fin. Tu vois, par exemple, la méthode scientifique de Karl Popper, disons. Tu vois, en physique, tu te dis c'est relativement simple à mettre en place. Mais en fait, dans les faits. C'est pas fait comme ça dans les laboratoires non plus, tu vois. Parce que c'est pas aussi simple que ça de dire, tiens, on va faire les bonnes hypothèses, etc. Des fois, on fait des manips et on essaie juste de reproduire un truc et on sait pas vraiment ce qu'on reproduit. Mais dès qu'on a un truc qui se reproduit de manière systématique, là, on dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quoi. Mais on sait pas, en fait, ce qu'on... Tu vois, quand t'es dans l'exploratoire pur et dur, tu sais pas, en fait. Et du coup, tu peux pas du tout appliquer ce genre de méthode-là. Et donc après, il y a peut-être des gens qui ont écrit là-dessus, Oui. probablement, tu vois. Oui. Mais... C'est pas... Florian Covin a un super cours là-dessus. Et c'est une critique qui est faite à Popper. Et il me semble qu'un truc... C'est Quine, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Quine. C'est l'idée, en fait, que... c'est lié au fait que tu testes jamais une théorie seule, que tu as aussi d'autres hypothèses que tu testes en même temps. Enfin, c'est des choses qui ont été explorées. Il y a eu des philosophes pour critiquer Popper exactement pour cette raison, de dire que, par exemple, une critique que je trouve ça intéressante qui vient de la philosophie des sciences de Popper, c'est de dire mais il y a plein de cas dans les sciences de super réussite scientifique qui passent pas le critère de Popper. Ouais. Par exemple, Florent Cova, il cite cet exemple, j'ai encore oublié d'où ça vient, mais où en biologie de l'évolution, il cherchait des fossiles, tu vois, très très précis. Et donc la théorie de l'évolution te dit que si tu vas chercher dans le désert à un endroit très précis, tu vas trouver des fossiles qui sont entre cette forme-là et cette forme-là, tu vois. Ouais. Et donc les gars vont dans le désert et incroyable, c'est merveilleusité des sciences de l'évolution, ils trouvent exactement le fossile qu'ils s'attendent à trouver à l'endroit vachement précis du globe où ils s'attendent à le trouver. Ouais. Donc c'est une réussite scientifique super importante. Donc en fait, si tu appliques les critères de Popper, ça marche pas parce que apparemment les biologistes disaient mais si on n'avait pas trouvé ces fossiles-là, ça n'aurait pas réfuté la théorie de l'évolution. Ouais. Parce que peut-être qu'en fait, avec le temps, le fossile a été détruit, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu cette forme intermédiaire-là, telle que prédit la biologie. Je fais un peu attention à ce que je dis, parce qu'en fait, peut-être que j'emploie pas les bons termes, mais bon voilà, tu vois, c'est l'idée. Donc, il y a eu des gens pour critiquer Popper. Donc, mais bon, écoute, si ça t'intéresse pas, moi je veux pas t'emmerder avec ça. Non, mais moi c'est juste qu'en fait je rentre pas dans ces débats-là, surtout. Enfin, en fait, dès que les gens viennent me voir de manière agressive pour me dire non, mais là épistémologiquement ça va pas, etc. Je veux dire, bon, si t'as travaillé sur le truc,
que tu as travaillé avec des chercheurs qui font vraiment les choses comme ça, je veux bien entendre ta critique et te dire, ok, si voilà, t'es un rat de bibliothèque et que t'as jamais rien fait dessus, bon, et que tu viens en plus de manière agressive, ça m'intéresse pas, quoi. T'as peut-être raison et en fait, je m'en fous, quoi. C'est juste ça, en fait. C'est, D'accord. en fait, la question est... En fait, voilà, ça m'intéresse pas de débattre sur ces questions-là. Pas tellement, parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir raison ou pas ou tort, ou même qu'on me dise que j'ai raison ou tort. Moi, je pense qu'à un Ouais. moment, il faut... De toute façon, les gens font de leur mieux. Si tu triches pas, bon, bah, des fois, t'as fait de la merde, parce que enfin, la science, c'est aussi beaucoup de chance, hein. Tu te dis, il y a que ça, même en physique, hein, tu te dis, il y a que ça comme paramètres. En fait, finalement, il y en a d'autres, et en fait, tu les as pas vus, et t'as bossé longtemps dessus, et tu t'en rends pas compte, et du coup, tu postes tes trucs en mode, bon, ben moi, je pensais qu'il y avait ça, et tant que tu es méthodique dans la manière dont tu as travaillé et que tu expliques tout ce que tu as fait, moi je pense que c'est valide, quoi. Mm. Après, on peut te reprocher, bon, bah, cette méthode n'était pas bien, il y avait des meilleures méthodes à faire. Mais bon, ça en général, c'est Mm. le futur où c'est que t'as pas été bien, t'as pas assez discuté avec les gens, etc. Mais Oui, bah, bon, cela dit, moi, ce que je comprends après de l'épistémologie, c'est qu'en effet, de toute façon, les épistémologues, c'est vrai que c'est un pas de recul sur tout ça, quoi. Ça, c'est plus des choses qui sont entre chercheurs. ouais, Et eux, ils ont tout un discours un peu plus détaché de tout ça, mais ouais. Ouais, bah, je comprends mieux, du coup. Ouais, ouais. mais Et voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le négationnisme économique. Donc, c'est un bouquin que je trouve qui a ses défauts, mais qui est pas du tout. Puis qui est pas, en fait. Pardon, mais. Je sais pas. Les gens disent que c'est un brûlot horrible. Je sais pas ce que t'en penses, mais un je l'ai pas. brûlot horrible, c'est-à-dire. Bah, et les gens ont dit que c'était un livre super méchant, super dur, super polémique. Ouais. Il y a des passages qui sont plus durs que d'autres, mais globalement, Ah, bah, il j'ai est... pas trouvé que c'était un espèce de pamphlet en fait. Je sais ah, pas ce que t'en as pensé. J'ai non, pas trouvé mais que en c'était fait, un livre non, avec un style très agressif. non, mais il met une tape. Enfin, c'est juste qu'il met une petite torgnole aux intérêts, c'est tout, en fait. Enfin. Ouais. Et aux intellectuels Mais de plateau qui font les radicaux communistes. Enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais dans l'idée, tu vois, Lordon et compagnie. Et c'est juste que c'est des gens, quand même, qui restent suivis par des niches de personnes qui sont très motivées pour ouais, bien sûr. répondre à tout un tas d'attaques. Moi, je l'ai vu, tu vois. Genre, j'ai fait 2 vidéos. Une où je tape sur les patrons. 99% de likes, tout va bien, 500 vues. Une où je tape sur Lordon, tu vois, je mets Lordon qui se prend une baffe sur la miniature, et là, j'ai plus que 50% de likes. Mais genre, c'est le même bouquin. Et là, c'est là où j'ai toutes les critiques en mode, oui, épistémologiquement, c'est pas bien, et tout. Tu vois, que j'ai pas eu avant. Genre, donc, faut que j'ai moins eu avant, si, parce qu'il y a quand même un mec qui est devenu mon fan, enfin mon anti-fan, qui fait que me critiquer maintenant, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Ouais, ouais, Après, moi, tant qu'ils sont respectueux, ça va. Par contre, moi, j'ai aucun scrupule quand ils sont pas respectueux. Elle est bloquée, ces gens-là. Ah ouais, ouais, je sais pas, moi, franchement, sur ma chaîne, je laisse, tant pis, quoi, tu vois, enfin, au final, c'est pas Moi, moi de c'est juger, quoi. S'il y a pas d'insultes, bon, non, mais c'est ça. si tu me dis que je suis un C'est ça. bouffon, voilà, c'est pas grave, mon ego n'est pas attaqué par ton insulte, tu vois, mais, Non, c'est pas mais une bon, question pas une question d'ego, ouais, parce que les gens me traitent d'abruti, ça me gêne pas. C'est une question aussi de, je trouve, à quoi tu veux que ta communauté ressemble et ton espace commentaire ressemble. Je trouve que quand quelqu'un se connecte et qu'il voit déjà 15 commentaires insultants, ouais, mais qui peuvent être insultants pas forcément envers toi, mais envers d'autres personnes, ouais, c'est une atmosphère qui est pas très saine en fait. Alors que si tu sanctionnes les insultes, ouais, qu'elles soient contre toi ou contre d'autres personnes, ouais, ouais. moi, Non, non, mais franchement, je vois vraiment ce que tu veux dire, mais moi, déjà, je comprends pas le délire de communauté, tu vois. Enfin, tu vois, je regarde ta chaîne, et je me considère pas comme étant dans ta communauté, tu vois. non. Genre, en fait, enfin, du coup, de base, je comprends pas le délire, tu vois. Donc, bon, Ouais, le terme communauté est pas bon, mais espace commentaire, ouais, c'est ouais. quelque chose qui veut dire quelque chose. Tu Ouais, vois? ouais, Moi, est-ce que j'ai une communauté? Enfin, pas vraiment, hein. J'ai quelques gens qui me suivent et qui non, mais sont tu vois, quasiment devenus. même par exemple, tu vois, il y a des gens, ils me redisent, justement, sur cette vidéo, oui, t'as un devoir,
tant que vulgarisateur de dire la bonne chose, enfin de dire que les choses vraies et tout ça. Bon, déjà, moi, j'ai jamais dit que j'étais vulgarisateur, donc c'est ce que je leur explique à chaque fois. Enfin, peut-être va falloir que je fasse un coming out. Non, je suis pas vulgarisateur, moi, je suis publiciste, ok? Et parce que toi, tu fais de la vulgarisation. Toi, tu Ouais. prends les. Parce que je vais peut-être faire la diff là maintenant, hein. Comme ça, j'aurai un short, mon premier short qui sort. Donc, la vulgarisation, en tout cas pour moi, c'est tu prends les connaissances modernes et enfin contemporaines en fait, et tu les simplifies, donc tu les rends un peu vulgaires, tu les vulgarises du coup, pour qu'elles soient compréhensibles par des gens qui n'ont pas le bagage que tu as pour comprendre ces résultats-là. Pour moi, c'est ça la vulgarisation. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, j'aime pas trop le terme de vulgarisation, Ouais, mais j'aime bien. Je préfère le terme de communication scientifique, ouais, mais ouais. du coup, c'est un Ok, peu la même chose. Ok. ok, Enfin, je suis d'accord avec cette définition-là. J'appellerai pas ça vulgarisation, ok. j'appellerai ça communication scientifique, mais je veux Et, pas niquer ton short. Vas-y. non mais c'est pas, non, mais c'est pas, en vrai c'était une blague, hein, mais et tandis que moi je fais du publicisme dans le sens où moi je fais de la publicité pour des trucs que j'ai aimé quoi. Enfin, je suis pas payé pour ça, donc tu vois par exemple j'aime ta Mmh. chaîne et du coup je fais de la publicité pour ta chaîne. Enfin là je t'invite aussi pour ça, enfin pour avoir cette Ah bah, discussion, tu vois, parce que je suis aussi content d'avoir cette discussion et puis pour faire ta publicité. Au même titre que je faisais la publicité pour Nathanaël à l'interview d'avant et que bah moi le négationnisme économique, franchement, j'ai trouvé que c'était un livre qui était déjà facile à lire, c'était agréable à lire, c'était pas très long, c'était concis et clair. Et du coup, voilà, j'en ai fait la publicité, quoi. Je crois que ça a coupé, putain. Non, non, Ah non, 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 c'est bon, non. ok. Il y a juste l'image, alors. Et ouais. T'en fais pas. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait... Enfin, moi, c'est ça que je fais, quoi. Et par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo sur Eric Hofer, je suis presque sûr que personne connaît Eric Hofer en France, quoi. Enfin... Et du coup, je parle de ça, ou même, genre, j'ai fait... En fait, fondamentalement, moi, je fais de la publicité, quoi. Je fais pas de... Enfin, je rends Mais de tu la sais que chose publique, quoi. publiciste, Ouais. ça veut dire autre chose. Publiciste, c'est un vieux nom aussi pour dire un journaliste d'opinion, un Ouais, publiciste. bah, d'une certaine Il manière, y a un peu de ça après... chez toi, tu vois. Ouais, il y a un peu de ça aussi, tu vois. Parce qu'en même temps, je veux... En fait, il faudrait que je trouve un bouquin qui soit vraiment très bien écrit pour que j'en fasse l'apologie, tu vois. Moi, j'adorerais trouver un bouquin... Tu vois, genre, par exemple, je me suis dit... J'ai fait un truc sur Jean-Claude Michéa, donc je sais plus ce que c'est son bouquin, enfin bref, parce que c'est censé être le gars qui défonce le libéralisme. Tu vois. Et genre, j'ai lu le truc, et j'ai fait, mais enfin, en fait, me dites pas que c'est ça le champion antilibéral que vous avez, quoi. C'était pas, enfin, il était pas au clair sur ce qu'était le libéralisme proprement, donc du coup, moi j'étais un peu perdu, et du coup, je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo, mais genre, en fait, même si j'essayais de rendre plus fort ces arguments, bah, je trouvais que c'était une mauvaise attaque, quoi, contre le libéralisme. Et genre, en fait, mais j'aimerais bien trouver un livre. C'est juste que je suis pas dans les cercles où j'ai connaissance de ces livres-là. J'imagine, parce que ça doit exister. C'est sûr qu'il y en a qui font ça à peu près correctement. Mais en tout cas, qui reprochent au libéralisme ce qu'il y a à lui reprocher. Tu vois. Alors, je crois qu'un bouquin qui est pas mal, comment il s'appelle? C'est un bouquin de Jean-Pierre Dupuis. Je sais pas si tu vois qui c'est, Jean-Pierre Dupuis. Non. Un professeur de philosophie. Attends, je crois qu'il s'appelle comme ça, Jean-Pierre Dupuis. Ouais. De philosophie à Polytechnique et à Stanford, Ouais. qui est spécialiste un peu de philosophie politique Hmm. et un peu libéralisme aussi. Ouais. Voilà. Euh, Et attends, il a un bouquin qui s'appelle Le désir et passion, un truc comme ça. Ouais. Je suis en train de chercher là. Ok, ok. Euh, Donc ça, voilà. Après, voilà. et où il y a une critique, effectivement, à la fin du libéralisme. Je t'enverrai le lien. Ok. Mais ça peut être un bon candidat si tu cherches des gens qui sont très cultivés sur le libéralisme et qui le critiquent. Hmm. Et ce sera sans doute d'un autre niveau qu'en effet François Bégodeau ou des gens comme ça, Ouais. qui disent des espèces de généralités sur le libéralisme qui, moi aussi, ne correspondent pas au peu que je sais sur le libéralisme. Bah, c'est ça. Et puis, ouais, en fait, et parce que ça me dérange pas, à la limite, genre même, enfin, franchement, j'aimerais bien qu'il y a ces débats-là, parce qu'il y a des gens qui me suivent qui doivent être probablement plus libéraux que moi encore, il y en a qui le sont moins, euh, et je pense que ça crée des discussions intéressantes derrière, donc moi, ça me dérange pas, c'est juste que enfin, comme j'essaye de parler d'un sujet un peu particulier, bah, je veux que les gens qui en parlent, ils savent un peu de quoi ils parlent, quoi, et... Ouais, c'est vrai que voilà, si les gens qui disent capitalisme et libéralisme c'est la même chose, bon bah déjà il y a un petit problème quoi. Enfin, genre, ça va être compliqué derrière Ouais. de... Moi je veux bien, mais voilà, tu vois, c'est...
Enfin, tu vois, je me permets pas de parler de marxisme parce que je lis pas assez de marxisme. Enfin, que ce soit les nouveaux ou que j'ai pas lu Marx, j'en parle pas du coup. Voilà, parlez pas de libéralisme si vous l'avez déjà, enfin, si vous ne connaissez pas grand-chose, quoi. C'est pas grave de rien y connaître, en fait. Et donc, ouais. Mais ouais, du coup, je fais quand même plus, je trouve, de la publicité et je donne moins mon avis. C'est un peu l'idée derrière mon neutre, tu vois, sur mon pseudo, quoi. Mais Ouais, je vois. euh, c'est parce que ouais, j'essaye de pas trop donner mon avis. Après, bon, de toute façon, ça sort toujours, tu vois, au final. D'ailleurs, les gens ils me font, oui, tu défends les libéralistes, t'es pas neutre. Et tout. Mais généralement, de toute façon, les gens, quand ils acceptent le qualificatif neutre que quand tu penses comme eux. Là t'es neutre, tu vois. Je crois qu'il y a des gens, la simple idée de la neutralité, ça Ouais, les met dans des états de colère. ouais, Mais ouais. comment? Mais tout est politique! Ouais, ouais, tout est C'est pas politique. faux. Mais t'as des espaces de neutralité locale, t'as des réponses à des questions qui sont pas forcément partisanes. Hmm. Donc oui, on n'est jamais parfaitement neutre, mais la neutralité en tant qu'aspiration, ça fait sens. Enfin voilà, bref, c'est un autre débat que je veux pas lancer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens, le terme neutre, ça les trigger, en effet, parce qu'ils considèrent que ne sont neutres que les gens qui sont de leur camp politique, ou les gens qui considèrent que voilà, tout est politique et que donc voilà, la neutralité, c'est souvent un truc de gens de gauche, en fait, je crois. De se battre J'entends contre beaucoup de la gens neutralité? à Ouais. gauche dire la neutralité n'existe pas. Tous les gens qui disent qu'ils sont neutres sont de droite. Je crois que c'est un. Bah, Il me semble après, que c'est plutôt une entente de la gauche. bah, De quoi? de toute façon, c'est pour moi, c'est les relativistes qui vont dire ça. Tu vois, aussi ceux qui disent, C'est ouais, vrai. enfin, en fait, à partir du moment où tu as une position un peu C'est ça qu'on est aussi à relativiste. droite, hein, relativiste, Ouais, je bah, l'ai il y dit. en a Donc, plein, hein. De toute manière, on les tous un petit peu, hein. Tu vois, par exemple, moi, bien, je bien le sûr. suis en Mais mode. Zemmour est assez relativiste. Comment? Zemmour est assez relativiste, je trouve, quand tu l'écoutes, Éric Zemmour. Ah ouais, je sais pas. Franchement, depuis la présidentielle, du coup, j'ai perdu, j'ai tout oublié, Ah, quoi. Moi, je suis l'électeur moyen, en 3 mois, j'ai tout oublié. Donc, je me rappelle plus, mais peut-être, ouais. Euh, bref. mais Mm. non, mais je sais pas, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, même si je traitais le truc de manière neutre, il y a des gens qui vont m'attaquer. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de faire, tu vois. Puis, il y a certaines vidéos où vraiment, je me dis, putain, tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que devrait être le vrai clivage politique, que j'ai trouvé que j'avais bien faite. Bon, elle marche pas trop mal, mais pas aussi bien que j'espérais. Et là, je trouvais que peut-être que j'étais pas assez neutre parce que j'ai deux personnages qui un peu s'affrontent sur la question du clivage. Et, et en fait, même si ça, je le traite de manière hyper neutre parce que je prends pas trop de parti, alors que bon, bah, évidemment, si tu suis le reste de ma chaîne, tu verras que bon, il y en a un des camps que je préfère que l'autre, quoi. Mais et ben, les gens vont dire oui, mais t'as choisi ce sujet-là, du coup, c'est pas neutre, etc. Mais en même temps, enfin, je suis pas omnipotent, je peux pas choisir la neutralité, le sujet neutre absolu par omnipotence. Enfin, Bon. à un moment, faut... En fait, je trouve qu'il y a un problème de d'essentialisation du mot neutre, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, puis je crois qu'il y a une distinction à faire entre. Oui, la question que tu te poses est jamais neutre, Ouais, mais la réponse que tu peux donner à la question peut être plus ou moins objective et relativement neutre. ouais, Je sais pas, on parlait de. Moi, je reviens à mes obsessions parce que je suis un jeune garçon très obsessionnel, ouais, bah mais on top. revient sur l'évaluation des politiques publiques. Ouais, Le fait que tu t'intéresses au salaire minimum, à l'impact du salaire minimum sur l'emploi, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. ouais. Ça vient du fait qu'il y a des débats sur quel est l'impact du salaire minimum, et parce que Mm, ça vient du fait qu'il y a des gens qui s'y opposent, d'autres qui le défendent. Donc c'est quelque chose qui vient d'un processus politique. ouais. Moi, ma thèse sur les politiques précoces, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les économistes parce que pour des raisons en partie neuroscientifiques euh, et il y a des résultats d'évaluation des politiques publiques qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au début de la vie qui Bah, c'est affectent. pas ouais, des arbitrages de coûts, quoi. Ça coûtera moins cher si Voilà. on le fait Non, tôt mais que... voilà. Mm, Donc en tout cas, enfin bref. Le fait qu'il y ait beaucoup de recherches qui soient financées sur ça au Danemark, ça vient aussi du fait qu'il y a une idéologie politique depuis assez longtemps au Danemark. Il y a une politologue dont j'ai oublié le nom qui a écrit là-dessus. Oui, effectivement, il y a toute une idéologie politique au Danemark de l'enfance, d'investir dans l'enfance, de construire le citoyen dès le berceau. Donc effectivement, nous en tant qu'économistes, si on bosse là-dessus, c'est parce que ça vient
Je pense que cette volonté-là a débouché sur des finances. Ok. Mais une fois qu'on est là, une fois qu'on a des finances qui arrivent là, Ouais. la question de savoir si oui ou non ce qui se passe au début de ta vie c'est important ou pas, si oui ou non les politiques ciblées sur les jeunes enfants sont plus co-efficaces que les politiques ciblées sur des adultes, bah, c'est une question qui est relativement objective et que tu vas pouvoir essayer de débattre en fonction des données qui existent. Ouais, carrément. Donc pour moi, la neutralité, il faut vraiment faire ces distinctions entre la question que tu vas te poser, elle sort toujours de quelque part. La question, c'est dans quelle mesure tes a priori politiques et tes axiomes politiques vont teinter la réponse que tu donnes à la question. Ouais. Moi, j'ai sans doute pas tous les termes. C'est un distinguo qui est intéressant. Ouais, non, mais carrément. Moi, je trouve que c'est. En fait, je suis assez d'accord avec cette question-là, hein, mais d'ailleurs, c'est un des gros reproches que j'ai aux intellectuels, enfin, en tout cas, à une partie des intellectuels. C'est que, tu vois, par exemple, justement, dans la vidéo, je parle de Sartre, enfin, sur les négationnismes économiques, qui dit qu'un intellectuel, il est forcément anticapitaliste, tu vois, par exemple. Et genre, moi, je suis là, mais enfin, en fait, je comprends pas le truc parce qu'un intellectuel, c'est celui qui vend enfin, dans le business, en gros, c'est les idées. Enfin, donc, si tu veux, il peut être capitaliste ou pas. Enfin, ça n'a aucun rapport avec ça. Et, et puis, du coup, enfin, forcément, quand tu as cet avis-là, t'obliges à un axiome sur lequel il n'y a pas de neutralité. Et du coup, on peut pas essayer de discuter de questions, même de niche, on va dire de manière la plus objective possible, quoi, histoire de passer à autre chose et dire, bon, bah, ça, c'est ça qui marche, quoi. Tu vois. Et par exemple, sur Twitter, j'ai un mec qui me suit et lui, il se dit d'extrême gauche pro-marché, tu vois. Et en fait, ça me fait marrer parce qu'effectivement, à chaque fois, il veut le plus aider les gens possible et le plus passer par une égalisation, disons, d'une certaine manière. Mais par contre, pour lui, le marché, c'est impossible Enfin, c'est tout en haut, quoi. Tu peux pas l'abattre, quoi. C'est le truc c'est le truc le plus fort. Donc, il faut trouver des nudges ou des trucs comme ça qui vont faire en sorte de faire de permettre l'égalisation, quoi. Et je trouve ça... En fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en gros, c'est comme si tu avais un mec d'extrême gauche de classique, tu vois, qui s'était dit, bon, bah, en fait, on m'a convaincu sur le marché, merde, bon, bah, du coup, faut que je trouve une solution, quoi. Tu vois. Et, J'en connais. Ou je connais, en tout cas, moi aussi, j'en connais des gens d'extrême gauche. J'en ai un chercheur en économie en tête qui est un ami, ouais, qui est vraiment un type. Je fais attention à ce que je dis. Lui il se définit comme extrême gauche et il vote LFI. ouais, Donc, il y a des gens qui diront, mais LFI n'est pas l'extrême gauche. ouais, Je dis d'extrême gauche parce que lui dit qu'il est d'extrême ouais, gauche. ouais. Voilà. Et que Non, mais si après, vous considérez qu'LFI c'est pas d'extrême gauche, en fait. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un type qui est très proche de ces idées de gauche, qui sont a priori pas pro-marché, mais qui a quand même une fascination pour ça. Donc, effectivement, il y a des gens comme ça, effectivement. Ouais, et je trouve que du coup, en fait, ça, je pense que c'est un peu la question d'essayer d'appréhender de manière neutre certains concepts. En fait, lui, à mon avis, il est arrivé sur le marché. Bah, en fait, ça répond mieux aux problèmes d'allocation de manière générale, quoi. Et enfin, pour lui, c'est voilà le truc objectif qu'il a trouvé. Et, et du coup, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est en fait, refuser la neutralité, pour moi, c'est un petit peu dire, ouais, je veux qu'il y ait un clivage fort, en fait. Parce que ça veut dire on peut pas essayer de trouver un compromis sur lequel on va dire, ouais, ça, c'est la manière de répondre à cette question, elle est neutre, on est tous d'accord, et du coup, bon, ben, on a une réponse à une question, tu vois. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Après, c'est une autre question, mais au moins, on s'accorde pour dire ça, on est d'accord, quoi. Et C'est vrai. Ouais, t'as raison. C'est un espèce d'autoroute vers le dogmatisme, en fait. ouais, De ne donner aucun espace à la neutralité et à l'objectivité. ou la Ça confrontation rend, je pense, constante, quoi. Je sais pas si c'est dogmatisme, mais c'est... bah, pour moi, c'est du dogmatisme parce que ça rend quand même. Ça, ça implique pour moi quand même que tu vas. Bon, on part sur les trucs qui sont pas mes spécialités, mais ça réduit, à mon avis, ta probabilité de changer d'avis, quand même. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas jamais. Si tu considères qu'il n'y a pas de neutralité, tu vas dire tous les arguments qu'on te donne sont forcément faux contre mon point. Ouais, Donc, ça t'évite de. Alors après, sans doute que tu peux quand même changer d'avis parce que tu as des affects qui changent. ouais, Mais du coup, ça fait que tu ne vas changer d'avis que pour des affects complètement subjectifs et pas du tout à cause de signaux du réel qu'on t'envoie ou ouais, de points sur la cohérence de ce que tu défends. Enfin, tu vois. ouais.
C'est un peu tristouille. Ouais, bah après, ouais. Moi, j'essaye de créer un peu des espaces de discussion. Et... Mais c'est, en fait, enfin, ouais, puis en plus, je trouve que il y a beaucoup de confrontations en ce moment, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Après, c'est parce que je traîne peut-être plus sur Internet aussi. C'est- Ah, Donc, t'es sur je sais Twitter pas. en même temps. Ouais, mais je trouve, franchement, à la base, j'avais toujours évité Twitter. J'ai fait Twitter en créant la chaîne, en me disant, bon, je vais faire de la pub, faut que je me mette à Twitter. C'était une corvée, hein. Genre, au début, j'étais là, mais putain, ça m'énerve et tout. Et en fait, maintenant, limite, Twitter, c'est le truc qui m'a déradicalisé, quoi. Parce que là, j'ai vu des gens pro-marché d'extrême gauche, quoi. Et donc, du coup, ils avaient des arguments à chaque fois pro-marché et tout sur les choses. Parce que moi, en fait, pourquoi je suis libéral, c'est typiquement parce que l'argument de la symétrie de l'information, ça m'a convaincu, en fait. Enfin, je suis juste convaincu par ça, en fait. De De, quoi? De de Hayek, du coup, Hayek, ouais. sur le fait. Mais sur le fait que, en fait, le planificateur, en fait, il vaut mieux plein de planificateurs que un oligopole de planification, si tu veux, quoi. Mhm. Parce qu'ils auront plus d'informations localisées, et voilà. Après, il y a toujours des défauts à tout, hein. Enfin, de toute façon, ça, c'est... Ouais, moi, je vise pas d'utopie, donc c'est pas très grave pour moi s'il y a des défauts. Mais du coup, c'est là où j'ai été convaincu. Après, je suis derrière, voilà, est-ce que finalement, il faut pas un salaire minimum, enfin, un revenu universel pour tout le monde, tu vois, enfin, ou un impôt négatif, ou ce genre de truc-là. Bon, ben, quand j'étais radical, il y a 3 4 ans, libertarien, c'était mort. Maintenant, je me dis, bon, ben, écoute, enfin, s'il y a les datas qui prouvent que ça marche et que c'est mieux, au final, why not, quoi. C'est genre, Ah, c'était une idée de. Il me semble que Friedman était oui, pour bah, c'est l'impôt ça, quoi. négatif. Mhm. Ouais, Donc, carrément. c'est pas du tout quelque chose qui est alien à la Oui, oui, non, galaxie libérale. non, mais ouais, justement, c'est un peu ça, mais Non, mais je suis d'accord avec toi sur Twitter. Moi, j'y suis allé les gens me disaient c'est horrible. En fait, j'ai fait des super rencontres, mais vraiment des rencontres géniales. J'ai appris plein de choses, ouais. j'ai rencontré plein de gens, à la fois d'universitaires, mais pas que d'universitaires, des gens qui avaient plein de métiers vachement intéressants, des parcours de vie vachement intéressants. J'ai eu plein de débats intéressants. Donc, c'était un peu une blagounette. Moi, je trouve qu'on est. Mais je trouve que quand t'as envie d'être modéré, en fait, il y a plein de gens sur Twitter qui sont modérés, quoi. C'est Et puis c'est limite Ouais, plus facile de rencontrer de discuter avec des gens que, bah, par exemple, sur YouTube, tu vois. Alors, ça, c'est vrai. Ouais, ça, je suis d'accord. tu vois, là, je discute régulièrement avec, je sais pas, 5 ou 6 tweetos, alors que sur YouTube, je suis là depuis plus longtemps, un peu plus engagé, et ça fait... Enfin, je sais pas, genre, j'ai 2 mecs avec qui je discute, toi. Enfin, 2 et demi avec Parce toi, que, tu vois. attends, euh, quand tu dis discuter, c'est-à-dire que Bah, en fait, genre, on s'est... il y a des MP. Non, non, mais pas des MP, mais enfin, on s'est récupéré de YouTube, quoi. C'est par Ah ouais, YouTube. En fait, je les ai rencontrés via YouTube, quoi, si tu veux. d'accord, ouais. C'est Non, je pas... suis d'accord. C'est... Bah, c'est pas tellement un réseau social pour moi, YouTube, en fait. Les gens disent ça, mais Non, c'est pas très social, YouTube. ouais. Non, puis même, en Pour le fait, coup. dès que t'es un peu gros, tu vois, parce que, bon, moi, je suis petit, donc c'est pas très grave, tu peux parler avec moi dans les commentaires, vu que j'ai... bon, quand je tape trop sur Bégodo, j'ai 250 commentaires, mais sinon, j'en ai 10, donc ça va, tu peux me parler. Mais c'est vrai que dès que t'es un peu plus gros et que t'en as 100, enfin, en fait, tu peux plus parler avec les gens, quoi. Enfin, moi, je- Ouais, c'est bien sûr. c'est pas fait pour ça, quoi. Et puis, ouais, puis ça demande tellement de travail. En fait, t'as pas le temps de faire une comédie. C'est pas comme Twitter où quel est ton tweet, tu vas aux toilettes, voilà, tu fais pipi assis comme Sandrine Rousseau, comme ça, tout le monde est content, tu vois. Et puis t'as le temps de tweeter en même temps, et hop, c'est... C'est vrai. euh, Non, c'est clair. là, genre, la vidéo YouTube, ça prend trop de temps, quoi. Je sais pas... Toi, je sais pas combien de fois tu reprends tes prises, par exemple, mais parce que t'en as pas fait beaucoup. Mais après, vu que tu fais des conférences, t'es peut-être plus à En l'aise. fait, j'ai un système. C'est aussi le problème de mes vidéos, que c'est pour ça qu'elles sont pas très vivantes parfois aussi, c'est que j'ai mon texte sous les yeux. Ouais. Donc, Hmm. ça va, mais Ouais, moi, je me suis acheté un voilà, prompteur. mais voilà. Moi, c'est pas un vrai prompteur, parce que c'est littéralement mon écran Ouais, d'ordinateur où ouais, j'utilise mon browser comme un prompteur, mais ouais, non, non, ça prend énormément de temps. Puis moi, je m'emmerde quand je fais des vidéos à faire des animations, alors que je suis pas du tout animé. ouais, ouais, C'est non, un mais peu je... cracra, mais on voit ce que je veux dire et tout. Hmm. Donc, non, non, ça me prend un temps fou. Et avec ma thèse, c'est pour ça que j'en fais pas en trop, en Ah fait. oui, oui. Euh, donc là, c'est pour ça que j'essaye de faire de plus en plus de conférences filmées. Comme ça, je peux mettre des petits extraits sur ma chaîne et je trouve ça sympa. C'est Ouais. ma nouvelle formule.
Donc Ouais. j'ai encore, je vais encore faire une ou deux vidéos YouTube, je pense. Ouais. Une notamment pour résumer mon article, je pense, sur Jean-Marc Jancovici, parce qu'on m'en parle toujours. Et t'as plein de gens qui me disent c'est vachement intéressant, mais j'ai pas le temps de tout lire, est-ce que tu peux me résumer? Ce Ouais. que j'entends d'ailleurs, moi c'est un truc que les gens me disent l'article est trop long, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux me faire un. Je comprends. Ouais, il fait combien Ce de... qui m'énerve, c'est les gens qui lisent sans avoir lu, tu vois. Ouais. Mais les gens me disent j'ai pas le temps de lire, je comprends. Ouais. Donc, mais je suis d'accord, c'est pour ça que moi je me tourne vers la conférence, parce que mon doctorat, c'est toi-même tu sais, c'est un métier à plein temps. Ah bah, carrément. Donc j'essaye un peu d'avoir une vie à Ouais. côté. Donc je peux pas Mais me même, permettre de enfin, faire des même être trucs. sur YouTube, enfin, moi, j'ai profité du chômage pour faire ça, quoi. Genre, j'étais à temps plein, quoi. C'est... Ouais, ça Donc, m'étonne pas. parce que j'avais aucune compétence de rien du tout. Et voilà. Et bon, maintenant, j'en fais un peu moins parce que là, je cherche du taf. Mais c'est pas. Ouais, ça s'improvise pas, en fait. Ça s'improvisait il y a 10 Ouais. ans. Et maintenant, ça s'improvise plus du tout. Parce que le marché, il est saturé de gens qui ont du talent en montage et, Ouais, et en plus, tu vois. Enfin, déjà. Mais alors déjà, ouais. Je crois que ça s'est jamais improvisé en fait. Je pense que les premières personnes qui ont émergé ouais, sur le YouTube politique, par exemple, c'est des gens qui avaient des compétences et c'est net. ouais, Tu regardes Usul, mes chers contemporains, ouais. quoi qu'on pense du fond, ça a pas l'air, mais sur la forme, ce qu'il fait sur mes chers Ah non, contemporains, mais c'est très c'est. très léché. Enfin, ouais. Non, mais. Il a un talent, ce mec Ah Usul. oui, il est trop fort. Il est trop fort. Il a un truc de rythme, je sais pas comment il fait ça. Hmm. Ouvrez les guillemets, indépendamment de ce que tu penses du contenu, t'es capté, t'es happé dans son flow. Il y a un truc, c'est très impressionnant. C'est, ouais, c'est... Ben, en fait, il a une dynamique où il parle pendant 30 secondes et après, il y a l'image qui switch, quoi. Tu vois. Et il faut... Après, ou quand il fait une longue explication, il faut qu'il fasse une blague un tout petit peu plus longue. Enfin, c'est... En Ouais. fait, il y a... Mais ça, tu t'en rends compte quand tu essayes de faire des trucs dynamiques. Parce que c'est ça que, enfin, en fait, ce que j'ai le plus aimé dans, au final, dans toute ma carrière YouTube, là, pour l'instant, enfin, le début, c'est que maintenant, tu sais, je peux être critique sur la manière dont les gens font les vidéos, même si moi, j'ai pas le talent, tu vois. Genre, ça, je sais que ça prend masse de temps, du coup, parce que j'ai essayé de faire un truc comme ça a donné de la merde. Eux, c'est génial, donc je sais qu'ils ont passé un temps fou. Et, et c'est vrai que tu vois, genre, niveau dynamique, enfin, même en fait, l'écriture pour rendre un truc dynamique, c'est hyper compliqué, hein. C'est. Surtout quand tu fais des Ah, trucs bien sûr. techniques, tu vois. Et moi, je trouve que tu t'en sors hyper bien. Genre, mine de rien, tes vidéos, je les trouve super, super intéressantes. Et en plus de ça, facile à regarder. C'est ça Ah qui. bah, Donc. bah, Donc, merci beaucoup. Et messieurs qui nous regardaient, et mesdames qui nous regardaient, et non-binaires qui nous regardaient, ouais. faites-vous votre propre avis. Ouais, carrément, Il va carrément, falloir que carrément. je te laisse bientôt. Ouais, on va Mais faire ça. Ouais, bah là, ça fait 2 heures, hein. Bon, il y aura un peu moins avec quelques codes, donc je pense que ça paraît raisonnable. j'espère que c'était assez long pour toi. Ça Ouais, va? ouais. Ok. Quoi faire? Ok, bah écoute, je te dis à une prochaine, hein, peut-être, on sait jamais. Si tu veux revenir pour nous parler spécifiquement de tes publications, je serais ravi de te raccueillir. Ah bah ok, Donc, bah on s'écrit, moi ça me ferait trop plaisir de revenir pour parler de mes publis, puis de rebavarder. Je trouve que je trouve qu'on a un bon flow tous les deux. Je trouve qu'il y a quelque ouais. chose à faire. Euh, Ok. Bon, voilà, allez, voilà, bah écoutez, voilà, merci de votre attention à ceux qui ont regardé, merci à toi de m'avoir invité. moi je t'en prie. Et puis on reste en contact. Ouais, ça marche. Bon, j'espère que toute cette discussion vous a plu. Donc, comme j'avais dit en début de vidéo, donc c'est son blog ainsi que sa chaîne YouTube sont en description. Et je vous invite fortement à aller le voir. Si jamais vous avez des idées à suggérer pour que j'améliore ce format de manière générale, ou peut-être si vous auriez préféré être prévenu à l'avance pour que je puisse vous dire qui serait l'invité, éventuellement que vous posiez des questions, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.